Dernière table ronde du Carrefour associatif du film d'animation. Cette fois-ci sur la gestion et l'encadrement des écoles d'animation avec non pas des représentants de syndicats cette fois-ci, mais 2 représentants d'écoles indépendantes, 1 et 2 représentants associatifs. On va peut-être se présenter chacun notre tour, en commençant par toi Hélène. Donc voilà, Hélène Wannery, j'ai fondé, je dirige l'école qui est sous forme associative, l'Animéa, en Normandie. Camille Campion, j'ai cofondé l'école sous forme coopérative Creative Seeds en Bretagne. Guillaume Aurier, président de l'association Team Anime, l'association pour l'image animée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc Pache Lefranc, représentant de l'association Les Intervalles, qui est une asso de défense des droits des travailleurs du film d'animation. Et on a un gros dossier là pour terminer donc, cette journée de table ronde, puisque les écoles, c'est un peu au centre du sujet, même médiatique, depuis qu'il y a le livre de Claire Marchal qui est sorti sur les écoles du groupe Galiléo, auxquelles appartiennent, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais on en avait parlé rapidement, Lisa, Bellecour et l'Atelier de Sèvres, entre autres écoles qui ne sont pas du tout dans le secteur du film d'anime. Et bouquin qui a eu le mérite de réveiller un petit peu les médias, mais aussi les parlementaires, donc sur le fonctionnement des écoles privées à but lucratif. Comment ça se... Est-ce que vous avez des retours? Comment ça s'est ressenti un peu dans les écoles d'anime? Il y en a qui ont eu peur, les écoles indées, vous ça vous touche pas comment ça se passe? Peur non, un livre, l'enquête, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup on connaît les gros groupes, on connaît un petit peu mieux, en tout cas même si c'est jamais exhaustif, mais le fonctionnement des gros groupes et nos concurrents qui mangent à tous les râteliers, voilà. Et quand on quand on est une petite école sous forme associative, ben c'est intéressant de savoir comment fonctionnent ces grands groupes, voilà, en essayant d'être dans quelque chose d'un peu plus bienveillant, en accompagnement, et voilà. Mais du coup, vous n'êtes pas forcément dans une communication fréquente avec les écoles de groupe, c'est quand même un peu deux mondes à part. Vous avez des échanges malgré tout. Alors, Atelier de Sèvres, moi j'avais des échanges avec Stéphane Pierrat. Avant ou après rachat? Enfin, non, en fait, et je continue parce que Stéphane Pierrat n'est plus responsable maintenant d'Atelier de Sèvres. Et il est normand, et du coup, je lui avais demandé de faire partie du CA de l'Animéa, parce que je trouvais intéressant déjà son parcours de réalisateur, de technicien, auteur et même producteur de l'animation. Et voilà, et lui, il était maintenant responsable de l'Atelier de Sèvres, mais voilà, Galiléo, c'est au-delà en fait. Voilà. Alors, oui, parce que pour rappel, Galiléo, c'est un groupe qui n'a pas que des écoles d'anime, ça va des écoles de commerce, de communication, à l'aide à la personne. Donc ils ont des cours pour devenir aide-soignant, pour devenir travailleur en EHPAD, c'est très très large. Et l'animation, en soi, c'est un petit secteur dans lequel ils sont aussi, en rachetant des écoles qui existaient au préalable. Lisa, avant, ça appartenait à un autre... il y avait plusieurs écoles, mais c'était pas un gros groupe comme Galiléo. L'Atelier de Sèvres aussi, Bellecour, C'était l'Atelier de Sèvres, Elisa, qui appartenait à la même femme cofondateur. Oui, voilà, cofondateur. Et Bellecour, je sais plus, c'était un dépendant à la base? Il me semble, mais quand ça a été racheté, je sais plus. Comme le cours Florent aussi. Comme le cours Florent, oui, voilà. Et c'est vrai qu'il a eu quand même l'avantage de ce bouquin d'amener un petit remous parlementaire, puisqu'il y a eu plusieurs propositions de loi qui pour l'instant sont fait retoquer, notamment du côté du PS par Emmanuel Grégoire, et une autre qui proposait un meilleur encadrement des écoles privées à but lucratif, notamment via Parcoursup, en s'assurant qu'elles étaient toutes sur Parcoursup, celles qui étaient viables, et en s'assurant aussi que les écoles ne puissent plus demander des frais de réservation c'est-à-dire donc de payer pour garder sa place en fait dans l'école comme des arts, mais que ça pouvait plus être remboursé derrière. Or, nous on avait vu avec les intervalles qu'il y avait des écoles de groupe qui faisaient exprès de réserver plus de places qu'elles n'en avaient en interne pour au final juste garder l'argent des arts, des réservations. On parle parfois de 1 000 € par élève, et ça fait un joli petit budget, quand même ça, s'ils en prennent 10, 20, 30 par année, c'est quand même pas rien. Donc c'est un truc qui devait être encadré, qui finalement a été retoqué, et là il y a une autre proposition de loi, mais LR finalement, qui va être, à voir ce que ça va donner, mais qui va être proposée normalement courant septembre,
et qui devrait aussi amener à une proposition de loi sur un meilleur encadrement des écoles. Est-ce qu'il y a discussion avec, je sais pas, est-ce qu'il y a des syndicats d'écoles, est-ce qu'il y a des discussions avec des écoles en particulier pour essayer de construire ce genre de loi? Comment ils font les parlementaires? Ils vous demandent votre avis ou pas du tout? On n'est pas forcément tant que ça consulté. Ouais. Je veux dire, de toute façon, pour répondre à ta question d'avant, je suis ravi que ce livre sorte, parce qu'il faut en parler, il y a ses défauts, comme plein de choses. Enfin, de toute façon, on est sur des opinions après, et des enquêtes qui vont parfois être discutables, mais au moins elles sont faites, et surtout, en face, il y a des moyens de communication qui sont très importants, des moyens de lobbying. Je parlais du Galileo, ils ont quand même recruté des anciens ministres comme Yoann Pénicaud, Martin Hirsch. Enfin, c'est des gens qui ont un niveau d'influence assez important. C'est globalement la même chose dans les groupes comme le DH Éducation, AD Éducation, il y a d'autres très gros groupes. Et on commence, j'ai pas vous dire, mais on commence, nous, avec l'ANIME, à avoir l'opportunité de discuter avec des gens du CNC, à se faire un petit peu entendre. Globalement, il y a une écoute, il y a une compréhension, mais il y a assez peu d'armes en fait, juridiques au niveau des institutions, que ce soit les institutions du CNC, même l'enseignement supérieur. En fait, il y a ces entités sont privées, sont autonomes, et c'est pas si simple que ça de s'attaquer à elles. Les structures publiques n'ont pas forcément moins de communication non plus, et ne vont pas forcément les utiliser. Et il y a aussi du lobbying, qui fait que c'est difficile de se positionner. Après, on ne va pas forcément sauter sur les autres sujets, RECA, etc. Il y a d'autres, on va y venir parce que je pourrais en parler pas mal du coup. Mais on a une écoute, mais c'est assez difficile de structurer, on va dire, la ligne. Il n'y a pas de syndicat des écoles. Comme à notre connaissance, il peut y avoir des syndicats des travailleurs dans les écoles, mais pas travailleurs. Mais non, ce sujet, et c'est important, on est ravis de voir chaque article qui sort, parce que Galileo est un élément, mais il y a des articles, des publications sur les différents problèmes qu'il peut y avoir au niveau des écoles privées. Et globalement, tout le monde est en souffrance. Dans les groupes, c'est pas la direction d'école jusqu'aux étudiants et leurs familles sont en souffrance dans ces systèmes-là. C'est vraiment des systèmes qui font du mal à les équipes des écoles du groupe Galileo qui sont au sein du RECA, quand on s'est vu la dernière AG qui était en novembre, il y avait quelqu'un qui était là depuis un peu plus d'un an, donc c'était sa deuxième rentrée, une autre personne qui était là depuis 9 mois, donc une demi-rentrée qui était en cours d'année, et de Lisa, qu'on a failli venir de partir pour rejoindre les Gobelins d'ailleurs, qui est une chouette personne, Fanny. Voilà. Et ben, l'équipe était là depuis 4 mois, donc c'est vraiment des écoles avec un turnover de direction qui est énorme. D'ailleurs. Ça a encore changé à Lisa, là c'est encore, ils ont encore tourné. C'est bien, ils sont là depuis la rentrée, ça va à la base. Il y a un turnover de fou. Et nous, ce qu'on voit après en entreprise, c'est qu'il y a toujours une crainte des élèves à dénoncer les abus des écoles parce qu'ils ont peur que leur diplôme soit dévalué. Alors au niveau des intervalles, on essaye de leur rassurer, de leur dire de toute façon, on recrute globalement sur la base du portfolio et de la bande démo, parce que les écoles, on sait que c'est comme les entreprises, en fait, ça dépend vachement des profs qu'ils ont. Donc on peut avoir une année qui est vachement bien, une année qui est peut-être pas ouf, ça change beaucoup. Mais c'est vrai, est-ce que c'est un truc qu'on dit aux élèves en école, en leur disant attention à la réputation de l'école, vous représentez l'école Dans tous les cas, la réputation de l'école a une importance. Elle n'a pas une importance administrative, mais par exemple dans un contexte de tension, dans des échanges directement avec des studios. Là, on est dans un contexte de tension, ça n'a échappé à personne, c'est difficile de trouver du travail. Il y a des studios qui, quand ils commencent à arrêter de faire des ouvertures à candidature spontanée, parce qu'ils n'arrivent pas à traiter les demandes, il y a trop de demandes. Du coup, c'est aussi quelque chose qui peut être en gros un effet, ça leur génère une mauvaise image parce qu'il peut être considéré un studio qui ne répond pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils n'arrivent tout simplement des fois pas à traiter. Quand Illumination McGuff a ouvert pour ses stages, ils ont quasiment 2000 demandes, mais ils n'ont pas le staff pour traiter, visionner les 2000 démos entièrement, même s'il y a plusieurs strates. Et du coup, les écoles qui les aiment bien, ils vont plutôt essayer de traiter directement avec quelques écoles, donc la réputation des écoles va dans ce sens-là. Et plutôt que s'embêter à aller voir 10-15 écoles, ils vont fermer la dynamique des candidatures spontanées et contacter directement les écoles, ce qui commence à arriver. Donc il y a du réseautage école-entreprise qui commence à se faire pour de toute façon faciliter le travail RH de chaque endroit. Du coup, ça pénalise les élèves qui sont dans les écoles qui ont mauvaise réputation alors qu'eux, ils n'y peuvent rien. Et ils n'y peuvent rien, clairement. D'autant qu'on rappelle, les écoles privées de groupe, c'est quand même plus de la moitié des écoles qu'il y a en France. Il y a encore 2 campus qui ouvrent à Nice là, à la rentrée de IARTSUP et Brassard. Brassard, ce sera sa
15e, si je dis 16e. pas de- 16e. Tu vois, c'est. C'était à Rennes la dernière fois. Voilà, Brassard, donc 16e, IRT Sup, la 12e, 14e. 14e, voilà, tu vois, c'était entre 12 et 15, pareil, alors qu'il n'y a pas de studio à Nice, on rappelle, hein, ou en tout cas, voir si c'est des studios, c'est des studios de VFX, TPE, parce que on a aux intervalles un annuaire de tous les studios d'anime français, et globalement, il n'y en a pas à Nice, il y en a un petit peu à Marseille, mais cette zone-là, elle est assez pauvre. Il y a quelques studios de VFX à Marseille, mais c'est tout. Et du coup, on en vient vraiment à se poser la question comment on arrive à toucher les futurs élèves, peut-être les parents, pour leur dire est-ce qu'il faut même essayer d'être chaud en leur disant n'y allez pas, qu'est-ce qu'on fait pour les prévenir? J'aimerais bien, et juste Ouais. pour rebondir sur ce que tu disais, je me permets Ouais. de répondre à cette question. Quand tu dis il n'y a pas de studio dans une ville, c'est pas l'enjeu. Le modèle économique de ces structures-là, Ouais. c'est de viser, d'ailleurs c'est assez cynique, hein, c'est ce qui se passait que historiquement, on va dire, les écoles privées, que ce soit aux États-Unis, en France, c'était plutôt des écoles élitistes. À la fois par l'argent, les études longues, c'est élitiste en ce sens, et aussi par réputation, souvent c'était peu nombreuses et c'était en général un peu plus sélectives. Et le but de ces groupes-là, ça qui déstructure, c'est qu'ils visent plutôt la classe moyenne, en proposant des formations plus courtes, parfois un poil moins cher, dans certains cas, en promettant l'alternance, on va y revenir sur ce sujet-là, et basé sur des chiffres souvent très discutables d'insertion professionnelle, qui fait que tu crois à ça. Et aussi l'autre Des aspect, mensonges. c'est... je suis filmé, donc je fais attention à ce que je dis. Ah, on le disait, Mais en tout cas, voilà. les chiffres d'insertion Mais professionnelle sont des mensonges. Voilà, de la il y a part des de la mensonges, part on en reviendra sur le RECA, et aussi jouer sur la proximité des domiciles. C'est-à-dire qu'ils mettent un campus dans chaque ville de France, c'est dire aux élèves, vous serez à côté de chez vous, ça vous coûtera moins cher, donc c'est jouer sur les moyens. À la fin, ils ont des... Moi, je suis ravi qu'il y ait de plus en plus de shitstorm qui tombe sur ça, parce que ce que nous on vit, c'est qu'on a énormément d'étudiants à l'école, ça représente quasiment un tiers de nos étudiants qui viennent de notre école, on connaît le programme de toutes les écoles locales. À Rennes, on est passé de 4, on était la 4e école quand on est arrivé, il y en a 11 aujourd'hui et 2 ont fermé. Et je parle entre 2017 et aujourd'hui. Rien que dans les 3 dernières années, on a 6 qui ont ouvert. On a eu Innov, Brassard, École de Condé, etc. qui sont tous arrivés juste en 6 ans. C'est en 3-4 ans. C'est toujours les Très mêmes en impressionnant. plus. Hein. C'est toujours les mêmes. Et il suffit de voir, de toute façon, sur votre cartographie, ils sont dans toutes les villes. Ah oui, C'est 3-4 marques qui sont vraiment très très agressives en nombre de courses. Innov, Yartup, Esma, Brassard, ils sont partout. Ouais. Et des écoles qui n'ont aucun lien avec les professionnels sur le territoire. Nous, certes, en Normandie, il n'y avait pas de studio en Normandie, mais ces écoles-là ne voient que le marché des étudiants qui vont s'inscrire chez eux. Alors, effectivement, on regarde, quand on ouvre l'école, à qui on va s'adresser, mais nous, en tout cas, l'animé, on l'a construit dans un territoire, effectivement, pas de studio, mais des professionnels. Et donc, on s'est construit en même temps que Normandie Animation, une association justement un peu comme Team Anime, sur le même modèle, où on est des professionnels, on est en relation avec Normandie Images, le fonds d'aide, comment on fait évoluer le fonds d'aide en Normandie, comment on structure la filière de l'animation en Normandie, et comment on monte un écosystème avec l'école qui va apporter de la main-d'œuvre et des producteurs qui sont installés en région, qui font nous surtout du documentaire, mais dans le documentaire, maintenant qu'ils ont repéré justement grâce à ce travail de fourmi, parce que c'est un peu long de repérer. C'est l'animation, de toute façon. Voilà. Tout est long. Qui est dans la région, c'est une grande région en plus, qui est là, qui fait quoi, et du coup amener ces producteurs qui viennent du documentaire à peut-être penser, se dire tiens, l'animation c'est aussi une technique qui peut être intéressante, et puis comment on amène des producteurs à aussi installer des comment. C'est pas encore le cas. On attend, je touche du bois, je sais pas où. mais des sociétés de production qui vont se dire à un moment donné, on va pouvoir peut-être ouvrir un établissement secondaire en région et amener de l'emploi en région. En fait, on pense à l'emploi. Oui, oui. Voilà, en même temps, mais c'est pas juste un marché, on va capter des étudiants et des frais d'inscription. Non, c'est l'emploi derrière, c'est ça le plus important en fait. C'est la finalité de mettre des jeunes dans l'emploi. Oui, parce que nous, ce qu'on voit après en sortie d'école, c'est des jeunes qui parfois n'ont pas forcément une grande mobilité faute de moyens. Voilà. Et des entreprises qui leur disent il faut que tu viennes chez moi pour un contrat précaire de quelques semaines à quelques mois.
et ils viennent s'installer. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils sont dans des endroits où il n'y a pas de bassin d'emploi. Quand il n'y a rien. Là, j'ai vu qu'il y avait au MIFA, je ne sais pas si c'est une asso, c'est un collectif Novelarium qui avait été annoncé pour la région Pays de la Loire, qui pareil va regrouper des écoles, des studios, ça va jusqu'à Font-de-Vaux et tout. Je crois que c'est une asso. C'est une asso, ouais. C'est une asso qui s'appelle vraiment. Et ça a vraiment volonté de faire un réseautage justement entre les différentes structures. Parce que c'est vrai que pareil, en Pays de la Loire, il n'y a pas beaucoup de studios. Il y a Font-de-Vaux, il y a l'incroyable studio à Nantes, et puis j'ai quasiment tout. Il y a 2-3 studios de VFX entre Nantes et Angers. Mais du coup, c'est vrai que pour les gens qui ont fait des écoles dans ces coins-là et à qui on dit bah, vas-y, il faut que tu traverses la France, quand c'est pas à Paris, où en plus c'est encore plus difficilement accessible, ça peut être à Valence, à Angoulême ou autre, il faut que tu déménages, t'es intermittent, dur de louer. Pour des contrats courts, c'est pas évident, du coup, j'imagine, on va être dans des territoires comme ça où il n'y a pas justement du boulot à la sortie directement. Après, je me permettrais de nuancer ça. C'est deux sujets différents de faire ces études. Enfin, quand on fait des études publiques, universitaires ou autres, c'est rare qu'on travaille dans l'endroit où on a étudié. Nous, une des raisons pour lesquelles on a voulu aller en Bretagne, c'est parce qu'on aimait, enfin, on était un peu chauvin, breton, on aimait bien cette région. Je sais pas le petit info, mais je suis avec toi. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'écoles concurrentes aussi, d'offres en Bretagne. Et aussi parce que pour un étudiant, le coût de la vie à Rennes, il est moindre qu'à Paris. Si on se dit on va là où il y a le plus de travail, toutes les écoles vont être à Paris. Et le coût de vie pour un étudiant à Paris, il n'est pas le même que dans une ville des métropoles plus petites comme Rennes, Lille, Bordeaux, etc. Donc ça a du sens d'étudier dans ce contexte-là. Après, c'est un moment de vie où on peut, c'est aussi chouette de voyager en France, à l'étranger. Là, c'est dur parce que le contexte est critique. Nous, quand on a ouvert, pour ressortir, c'était très simple de trouver du travail, il y avait beaucoup de boulot, ils étaient contents de bouger, de changer de pays. Il y en a qui s'organisaient pour faire leur PVT pour aller au Canada 1 ou 2 ans avant. Enfin, c'était une autre dynamique. Puis ça s'est effondré, évidemment, dans ce contexte-là. Mais c'est pas le principal problème, il est pas là aujourd'hui. Alors, ça s'est effondré parce qu'on est certes dans une crise du secteur, il y a moins d'emplois, il y a moins de prod, il y a des studios en liquidation, en redressement et tout. Mais ça, c'est aussi une crise pour les élèves parce qu'il y a des écoles qui ont popé de partout ces dernières dizaines d'années, au point où nous-mêmes, on en découvre encore tous les ans. On se dit, mais vous n'avez aucun contact avec des studios, personne ne vous connaît. Et pourtant, on se rend compte que c'est des écoles qui parfois existent depuis plusieurs années. J'en ai découvert une comme ça le mois dernier, elle est à 3 rues de chez moi. Ça fait plusieurs années qu'elle existe, je ne la connaissais pas. Alors qu'on fait l'annuaire aux intervalles depuis 2019. Et du coup, c'est un peu compliqué d'expliquer aux élèves que là, non seulement il y a une crise, mais en plus, limite, il y a une crise, mais il y a une crise parce qu'il y a trop d'écoles. Et on avait comptabilisé, nous on estime qu'il y a 3000 élèves qui sont diplômés tous les ans. Alors ça compte les diplômés bachelor et master, du coup il y en a peut-être en bachelor qui après vont faire un master. Mais ça fait 3000 pour maximum 1400 primo-entrants dans le secteur. Donc on se retrouve avec plus de la moitié des élèves qui ne peuvent pas s'insérer dans l'animation à proprement parler. Et 1400 primo-entrants, c'est avant crise. Oui. En 2023, on était déjà encore un peu dedans, mais c'est vrai que ça a commencé avant parce que c'est la figure en 2024. Pour être rassurant, la grande augmentation d'écoles qui a eu lieu, en fait, ne va pas augmenter le nombre de jeunes sortants. Je vous explique, c'est que ça fait pas 6-7 ans que de toute manière, le nombre de jeunes qui cherchent une école, ils en trouvent tous. Donc maintenant, l'effet d'augmentation d'école a plutôt tendance à créer un effet de déstabilisation de toutes les écoles. Ah ouais. Voilà, donc globalement, le nombre, c'est pas la croissance n'est pas infinie, c'est pareil pour les humains. Il y a un nombre fini de jeunes qui veulent aller vers ce genre d'études et en fait, elles ont continué de croître malgré ce nombre-là. On le voit à Rennes, on a été une des seules qui n'a pas de baisse de candidature, plutôt une augmentation de candidature, surtout parce qu'on reçoit beaucoup d'étudiants dans nos écoles. Ce qui fait qu'en fait, mais par contre, entre elles se fragilisent. On a eu sur notre durée de vie, sur les 7 dernières années, il y a eu 2 fermetures d'écoles. C'est-à-dire c'est catastrophique aussi pour les étudiants, moralement, etc. En général, finalement, c'est soit un mal pour un bien, parce qu'ils étaient dans un piège abscon, c'est dur pour un jeune de quitter une école. Souvent, il y a une distance, on va jusqu'au. Et puis quand c'est court, on dit on va jusqu'au diplôme, qui vaut rien, on va dire ça clairement. Mais du coup, les gens se fait une première année. Souvent, c'est un schéma où la première année, elle est assez cool. Il y a tout ce qui est vie étudiante, tout ce qui est vie étudiante, on se met dedans. Et puis le nombre d'heures souvent se réduit et le coût augmente au fur et à mesure que les années passent. Et du coup, on s'est déjà fait piéger par la première année, on continue sur la deuxième et c'est là que c'est trop tard. Là, on a remanqué 2 ans, 3 ans. C'est ça.
Ah, c'est un piège abscon, c'est une logique marketing commerciale très efficace. Et écoute, tu parlais du RECA tout à l'heure. On peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est déjà donc, le réseau des écoles de cinéma d'animation qui s'est créé, je ne sais plus quand, j'ai plus la date en tête. Oui, C'est très vieux. Hein. Il y a un bout de temps, mais genre, c'est pas aussi vieux que l'AFCA quand même. C'est plus récent que l'AFCA. L'AFCA, c'est très vieux. L'AFCA date des années 70. Ouais, c'est 2010. 2010. Ouais, 2010 le RECA. ouais, quelque chose. C'était au moment en fait, c'est quand on a créé les Radiraf. Ouais. Enfin, les RAF, Ok. Et du coup, c'est un réseau qui ne regroupe pas toutes les écoles d'animation. Il y en a à peu près la moitié dedans. Et qui est vu, en tout cas, par les parents et par les élèves. Alors, les professionnels, un peu moins, parce qu'encore une fois, on ne se base pas tant sur les écoles pour recruter que sur les bandes démos et les portfolios. Mais les parents et les élèves le voient beaucoup comme un saut de qualité. En disant, si l'école est au RECA, c'est que l'école est qualitative. Sauf que on voit sur le terrain que c'est pas forcément vrai, pour différentes raisons. Typiquement, je crois que l'Animéa, vous l'avez rejoint récemment, Oui, RECA, il y a- et c'est parce que vous ne pouviez pas avant, en fait. Il faut Alors, il faut un certain attendre nombre de toute façon, sorties. voilà, 3 promotions de sortie, parce qu'il y a une mesure de l'emploi, justement, en sortie d'école, des bonnes pratiques. Le principe du On est RECA, audité. c'est on fait ce qu'on dit. Voilà, c'est une charte de bonnes pratiques de transparence. Voilà. Bah, surtout maintenant. Et- Peut-être vont dire Oui, quelques parce que je ne peux mots pas sur savoir ça. comment c'était avant. Parce que vous êtes bien alimenté, t'as même J'ai 15. passé, moi, l'audit. Alors, j'ai passé l'audit parce qu'il y a aussi l'étape label qu'on va passer, nous, le 9 juillet. Qui est récente. Donc, Voilà. le RECA va mettre en place un label pour assurer une meilleure transparence des écoles qui font partie du réseau. Il l'a mis en place. ça. Il l'a mis en place. C'est dedans. Ouais. C'est dedans. Voilà. Voilà. Donc, l'audit. Donc l'audit, je vais le passer au mois de juillet, mais je crois que c'est assez équivalent, je pense, peut-être à Ouais, je peux en ce qu'on a parler. eu à l'entrée. En tout cas, c'est effectivement être transparent sur combien on a de candidats, combien ensuite sont dans l'emploi, combien poursuivent des études, sinon pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils font. Enfin voilà, il y a combien d'intervenants viennent de notre secteur, avec quel studio on tisse des relations, où nos étudiants justement sont employés, dans quel studio. Enfin voilà, c'est assez long à... Ouais, je peux le décrire un peu parce que du coup, on a été audité. On fait partie des 4 premières écoles qui ont été même contesté l'audit, quoi. Du coup, et puis moi, nous, en arrivant au RECA, on était dans le groupe de travail qui a poussé et encouragé le RECA à devenir label. Donc on a fait la proposition, il y avait l'ESRA, l'école d'Artefix et Rubica qui étaient dans ce groupe-là, il y avait aussi Estienne qui était dans ce groupe de travail. C'est une école publique. Donc, Et donc on a poussé globalement aujourd'hui, la couleur du RECA, il y a 3 polarités. Il y a un tiers d'écoles publiques, un tiers d'écoles privées indépendantes et un tiers d'écoles privées de groupe, qui en général, c'est toutes des écoles qui ont été rachetées, qui étaient indépendantes avant et qui sont aujourd'hui rachetées. Donc on les voit même dans l'espace quand on est en AG, il y a le groupe AD Éducation, EDH Éducation, École Créative là-bas, Galileo. Voilà, il y a un peu les îlots, souvent ils se cachent parce qu'ils se rencontrent aussi en colloque ou j'imagine un moment. Voilà, donc il y a un peu cette polarité. Pareil, dès que je parlais, on est ensemble, on fait un peu front. Et l'audit que tu as vécu, c'est qu'il y a un vrai passage humain. Il y a 3 écoles du RECA, quand une école postule, qui viennent la visiter. Donc c'est le seul moment où il y a une vraie inspection, parce que des inspections d'État dans les écoles privées, il n'y en a pas. Donc on est audité comme ça pour vérifier que, surtout, s'il n'y a pas de communication mensongère entre nos plaquettes et ce qui se passe dans l'école. Donc il vérifie qu'il y a vraiment des ordinateurs, qu'il y a vraiment des salles, qu'il y a vraiment des gens dedans, qu'il y a des profs qui ont l'air de tourner autour des élèves, qu'il se passe des choses dans l'école. On discute avec les élèves. C'est ça. Et l'audit, que du coup les écoles payent, que chaque école paye. Qui est menée par une entreprise extérieure. Ouais, c'est d'ailleurs sous forme associative, et qui est sur des sujets plutôt militants de manière générale, quoi. Elle a été choisie pour ça, et super. Enfin, on est très content en tout cas de ce cabinet-là. Donc, il passe dans chaque école et il vérifie. Donc les chiffres les plus importants, c'est l'insertion professionnelle. Donc, c'est les 3 dernières années à 6 mois et la dernière
promo à 24 mois. En gros, c'est la promo sortie en 2022, à 24 mois, quel est leur taux d'insertion. Ils vérifiaient aussi le taux de diplomation, c'est le nombre d'étudiants qui passent de la première à la deuxième année, de la deuxième à la troisième, et donc combien de jeunes qui rentrent en première année vont obtenir leur diplôme au bout de 3 ou 5 ans. Et c'est déjà en ligne sur le site du RECA. Les chiffres sont déjà... Donc il y a des rapports déjà. Donc on voit la dégradation d'ailleurs de l'année dernière, qui a commencé assez durement en taux d'insertion, surtout à 6 mois, c'est plus difficile. Nous, on s'améliore en général à 1 an par rapport à 6 mois. Mais on voit aussi les chiffres très durs de certaines écoles et on voit que ça ne date pas de la crise. C'est déjà des chiffres. Ces écoles-là, elles risquent d'être dégagées du RECA pour les dire en plus, petite news, je me permets, parce que c'est ce que j'ai appris il y a assez peu de temps, il y a eu des réactions par rapport au livre Le Cube. Oui. Une des réactions, ça a été en AG de demander à ce qu'il y ait une AG extraordinaire pour en parler, potentiellement pour remettre ou pas en question la place des écoles du groupe Galileo dans le contexte, dans le RECA, parce que le RECA, il y a une question d'image. On partage les valeurs et si on estime que ce livre est vrai, il y a à discuter, est-ce que c'est vrai ou pas, mais au moins qu'il y ait un débat pour en parler. Mais entre-temps, le bureau a reçu une mise en demeure de Galileo pour les chiffres qui ne leur conviennent pas. Ouais. Bon, donc on en est dans ce genre de rapport, voilà. Alors qu'ils ont une option très simple, c'est de quitter le RECA. On ne publiera pas des chiffres d'écoles qui ne le souhaitent pas, à condition qu'elles quittent le RECA. Et il y a une manœuvre statistique, parce que ça a été débattu lors de cette AG. Du coup, les écoles ont voté pour le calcul le plus juste, mais le plus strict, c'est-à-dire qu'une pratique qui a priori moi je l'ai découvert, ça se pratiquait potentiellement quand on présentait les chiffres à France Compétences, c'est-à-dire de ne pas sortir de l'assiette de calcul les jeunes qui ne répondent pas au questionnaire d'insertion professionnelle. Et on remarquait que sur certaines écoles, que je ne vais pas citer, regardez vous-même, on avait des non-réponses à 60-70%. Donc si on fait son calcul, on a 70% de jeunes qui ne répondent pas, sur les 30% qui restent, on a la moitié qui travaillent, on dit 50%. Or, si on les met dans l'ensemble, on tombe à 15%. C'est pas la même chose. Ce qu'on avait vu aussi, c'était qu'il y avait pas mal d'écoles qui incluaient dans leur pourcentage d'insertion professionnelle les stages, les alternances, voire les boulots alimentaires. Et forcément, on avait 98% d'élèves qui étaient insérés professionnellement. C'est sûr que ça vend du rêve. Voilà. Et du coup, là, la modalité de calcul, elle est exigeante. Donc, il y a les taux d'insertion professionnelle dans les métiers visés et dans les entreprises visées. Il y a des métiers visés, mais hors secteur. Donc, on peut faire de la 3D ou de l'animation pour l'armée, pour un simulateur, pour l'architecture, pour d'autres domaines, c'est-à-dire qu'on reste dans notre champ de compétences. Mais en fait, donc, ça apparaît aussi clairement dedans. Quand un studio est cité dans le panel RECA, il faut qu'il y ait au moins 5 étudiants qui y ont travaillé dans les 3 dernières années. Ouais. Voilà. Sinon, on n'a pas le droit de citer un studio. On ne peut pas citer un studio, par exemple, parce qu'il vient à notre jury ou qu'il vient faire une masterclass. C'est des pratiques qui avaient lieu à l'époque. Quelqu'un, il vient faire une masterclass, on les cite dans les studios partenaires ou autres. Voilà, c'est des pratiques qu'il faut avoir. Parce que les écoles ont quand même vraiment tendance à mettre en avant leurs alumni, avec parfois un biais du survivant assez important. En mode, il y en a un qu'on va pas arrêter de mettre en avant, mais on va pas parler de ses 25 camarades qui ont galéré à trouver du taf à côté, quoi. Donc ça peut être un peu mensonger aussi comme manière de communiquer de la part des grandes écoles. J'ai encore vu récemment. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même, aujourd'hui, j'aurais tendance à vraiment vouloir défendre. Le RECA est imparfait, mais j'aurais vraiment tendance à vouloir défendre cette structure. C'est pas facile parce qu'on est très différents en son sein, mais on arrive à avancer. Et aujourd'hui, il bénéficie du soutien du CNC, il y a une certaine visibilité. Donc on a tout intérêt à promouvoir cette démarche. D'autant que quand on rencontre des familles, la grande majorité des gens ne le connaissent pas. Donc, je disais que ça peut être un levier, mais en fait, la majorité des jeunes ne connaissent pas le RECA. Nous, aux intervalles, on reçoit surtout entre février et mai, on doit recevoir un mail par semaine de familles en général qui nous demandent comment choisir les écoles et tout. Et elles nous citent souvent RECA. Mais du coup, vous êtes contacté par les gens qui ont découvert le RECA. Nous, on est en face, en salon étudiant, des gens de toutes les familles. Et la majorité des gens, en fait, ne le connaissent pas. Donc, en général, nous, on cite le RECA quand on est en salon. Quand on parle de nos concurrents, pour ne pas aller taper ce qui pourrait nous être reproché, on encourage les gens à aller se documenter dans le RECA et ce genre de choses parce que c'est fait pour et sans perdre. Mais du coup, deux petites questions, parce que ça me fait réfléchir un peu là-dessus, vous parlez du potentiel loi qu'il pourrait y avoir pour encadrer les écoles du groupe, mais pas que en fait, c'est peu importe c'est-à-dire que là aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a bientôt 50% de l'enseignement supérieur, toute formation confondue d'ailleurs, qui est hors Parcoursup.
Donc on a envie de les intégrer dans Parcoursup ou quel que soit le système pour dire, bah voilà, il y a un gage d'égalité, mais du coup, quid de ce label de RECA qui finalement va en supplément, en conflit, en assistance avec ça, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ça? Et la question qui découle de ça, c'est suite à cette image un peu du RECA qui en a pâti quand même de cette forme d'élitisme, du fait que ça regroupe que certaines structures et bizarrement toujours un peu les mêmes aussi, des petites structures qui ne sont pas forcément visibles, d'un accompagnement qui est souvent vers les mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de déconstruire ça, ou en tout cas, si c'est pas le cas, que l'image s'inverse en fait, pour être totalement inclusive, pour toucher aussi vraiment tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on mette des étudiants d'un côté et des étudiants de l'autre, que ce soit de zone géographique ou pas de cible, de plein de choses en fait. Et, parce que le RECA garde aussi quand même cette image Paris, pas au-dessus, avec une. Il y a une minorité d'écoles parisiennes. Et, non dans ma tête, c'est certes, ça. mais dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui reste encore un peu. Et donc, justement, entre cette idée de label qui se met en place, qui avance, qui fait son chemin, le livre qui est sorti, la structuration potentielle législative qu'il peut y avoir sur un encadrement via Parcoursup ou quelles que soient les modalités, comment est-ce qu'on pourrait insérer le RECA pour qu'il y retrouve toute sa place, toutes ses spécificités et surtout qu'il se déploie totalement, quoi, parce que là on sent qu'il est un peu englué, on est un peu pareil, ça passe pas, on teste, on voit, on affine, ce qui est bien hein, de fonctionner par processus un peu itératif, mais est-ce que finalement ça reste à la hauteur de ce qu'on attend du moment, de ce qu'on imagine du RECA et de ce qu'on aimerait qu'il mette en place? Moi, tu vois, je te poserai la question parce que je vois pas le RECA en fait comme quelque chose d'exclusif. La preuve, hein, la NIMEA, c'est une très jeune école associative. À partir du moment où on fait bien le taf, on peut y rentrer. Et le RECA ne ferme pas les portes ne ferme à aucune école. Il y en a qui sont fait bouler, mais à raison quoi. C'est ouvert, c'est l'école qui décide de déposer une demande de candidature, de dossier. Enfin, je sais pas pourquoi. Et après, il y a une année probatoire où il faut bosser. Il faut, faut participer aux réunions, faut participer au groupe de travail quand il y en a. Et sinon, il y en a qui sont fait bouler. Moi, dans mon année probatoire, une école s'est fait bouler parce qu'ils ont juste rien foutu de toute leur année probatoire. Et du coup, ils sont sortis du RECA. Alors moi, à mon sens, ça devrait aller un peu plus loin, mais bon, c'est la coco en moi qui parle, de mettre en avant les cursus publics, justement pour valoriser l'accessibilité. Ils ne sont pas moins mis en avant que d'autres, ils sont pas Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que le RECA aille les chercher, les structures publiques. Là, je sais que c'est non, c'est pas Marie Curie qui est rentrée récemment, c'est... c'est pas l'Université de Marseille. Je sais plus. Il y a un cursus public qui est rentré récemment, je sais pas lequel. Mais ce serait vachement bien que le RECA essaye de mettre en avant justement et d'aller lui-même chercher les quelques structures publiques qui existent dans l'anime pour dire regardez, celles-là, elles existent aussi, pour rendre aussi le secteur un peu plus accessible. Parce que... Une bonne partie y sont, déjà. Et puis de toute façon, en réalité, les écoles publiques, elles n'ont aucun problème pour remplir leurs classes. Hein. Au contraire, elles sont toutes très élitistes parce que les places sont très chères. Oui, mais elles n'ont pas le réseau typiquement auprès des studios. Et le RECA nous sert aussi à faire ce réseau de studio-école. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Mais il y a des problèmes aussi dans le public qui sont liés à ça, à la problématique. Ils n'ont pas forcément. D'un point de vue purement budgétaire, ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Mais pour la com. Ah non, mais vraiment, d'un point de vue budgétaire, les écoles publiques, que ce soit d'art, universitaires, les écoles prépa, le budget de l'INSA, c'est le double du nôtre, hein, leur budget. C'est-à-dire que vous ne payez rien, mais clairement, en termes de moyens, on va avoir. Pas forcément pour rémunérer des vacataires après. Non, non. Et puis le truc, c'est que c'est extrêmement contrôlé. C'est-à-dire qu'ils ont plus de budget. Mais ils peuvent recruter d'une certaine manière leurs enseignants. Quand ils doivent acheter du matériel, c'est en passant par les marchés publics et c'est pas toujours la manière la plus intéressante. Mais ils ne manquent pas de moyens. Ils sont juste moins maîtres dans les équipes de direction de comment ils peuvent utiliser leur argent. Et puis aussi, ils sont obligés de recruter une certaine typologie d'enseignants. Et donc, ils ont moins de gens issus du milieu professionnel parce qu'ils n'ont pas forcément le droit d'en recruter autant qu'ils veulent. Ils ont moins de budget pour en recruter. Donc, c'est une autre problématique et c'est un autre sujet à défendre. Mais il y a des structures publiques qui ont réussi à être un peu plus hybrides. Des structures comme l'ENCA, vous êtes un peu entre les deux par exemple, et d'autres, mais ça reste payant. Mais du coup, souvent, quand elles sont hybrides, il y a une partie qui est payante. Ou alors, c'est parce que c'est payé par l'alternance. Comme l'INA, par exemple. Il y a des formations qui sont payées par l'alternance, mais du coup, ils sont dans un contexte un peu autre. Parce que l'ENCA, du coup, ça reste une des 2 écoles publiques consulaires avec les Gobelins, si je dis pas de bêtises, ou alors il y en a encore d'autres. Gobelins qui est une des plus chères aujourd'hui. Qui est la 2e plus chère du secteur après l'atelier de Sèvres, alors qu'elle est publique consulaire. Et il y a aussi du coup des écoles qui sont privées mais sur contrat avec l'État. Je pense à Sainte-Geneviève,
Je pense, évidemment, j'ai toujours les blancs dans ces moments-là, sinon c'est pas drôle. Pictura, ils sont avec le lycée catholique de Lille, mais alors est-ce qu'ils sont... Ouais, non, c'est plus les. En fait, privé, mais... le supérieur sous contrat, il est pas subventionné en fonctionnement. Ouais. Donc Saint John Jess, parce que c'est un lycée Ouais. qui sont subventionnés et du coup ils ont des moyens et ce fait que c'est Et cool. il y a le modèle aussi comme Watson qui est rattaché aux Beaux-Arts Ouais, d'Amiens. d'Amiens. Oui, donc c'est encore. Qui reste un voilà, public, qui est un quand même, public, ouais. oui. Oui, et puis ATI en enseignement supérieur, mais c'est une formation incomplète dans le sens où il n'y a pas les 2 premières années. C'est une formation à partir de la 3e année de licence, c'est une chouette formation et une chouette équipe. Qui est un peu revenu. Après, c'est la difficulté aussi qu'ils ont, c'est des collègues d'ATI qui m'ont expliqué ça, c'est que à chaque fois qu'ils doivent renégocier les sous de leur cursus, à l'université, on leur dit oui, mais ATI, vous êtes trop techno, pas assez universitaire, on devrait casser votre cursus. Et à l'inverse, les professionnels leur disent ouais, mais vous êtes trop universitaire et pas assez techos. Donc nous, votre cursus, il n'est pas encore assez adapté à nous. Donc ils se retrouvent à chaque fois le cul entre deux chaises quand ils doivent renégocier leurs aides auprès de l'enseignement supérieur et ça fait un peu compliqué. Mais ouais. Pas globalement, une injustice publique, c'est pourquoi notre secteur est aussi peu doté en contribution de l'État au financement des études. C'est qu'il y a peu d'études payées. Nous, puis on serait ravis. Hein. Demain, on nous dit vous êtes en gros en co-gérance de l'État, on gère notre finance et puis on est fonctionnaire. Ça va très bien. Comme on est non lucratif, que ce soit nos étudiants qui payent ou l'État, on préfère que ce soit l'État. Comme ça, nos étudiants ne payent pas, on a un Nous, rapport avec eux. au départ de l'ANIA, on s'était rapproché des Beaux-Arts de Rouen et on était allé assez loin parce qu'on avait imaginé qu'on devienne un département des Beaux-Arts de Rouen, mais la collectivité de la métropole de Rouen ne pouvait pas prendre en charge les financements d'un département en plus, animation. Alors qu'à côté, c'est des départements, pas forcément au Rouen, mais les collectivités territoriales aident beaucoup les écoles de groupe privés à s'installer en leur louant des locaux à pas cher, en y trouvant des terrains. De ce que j'ai compris à Nice, typiquement pour IRTUP, c'est ça qui est arrivé, où ils ont des locaux tout neufs et on leur dit ah, bah tiens, on te fait un prix pour le louer sur les premières années. Donc comment ça se fait que d'un côté, pour le public, il n'y a pas trop d'aide, et à côté, pour s'installer pour les écoles privées, il y a des soutiens. Les écoles publiques, il y a beaucoup d'aides. L'intégralité de leur financement est public, elles ne payent pas leurs locaux, elles sont installées, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont en souffrance. Les écoles d'art sont en souffrance. Les universités publiques, on leur demande d'être rentables, ce qui est une forme d'absurdité dans la mission de service public. Les écoles privées n'ont même pas besoin d'aide. Voir le seuil de rentabilité de ces groupes et leur capacité d'investissement annuel est colossale. Ils touchent beaucoup d'aides publiques malgré tout. Oui, ils touchent des aides, mais ils touchent. D'ailleurs, il faut remercier. Non, enfin, je Non, ne sais pas ce que vous faites dire qu'ils touchent des aides publiques. L'alternance, Non. typiquement. Voilà. Ah oui, Voilà. on va en Les- chercher sur les- des biais voilà. comme ça, Oui, mais pas ça. des aides, Bah, pas alors de là, tout à subventions. fait. Non. Les vidéos, c'était, ils avaient décrit 120 millions d'euros sur l'année 2022 ou 2023, mais en fait, c'est parce qu'ils font énormément de veille sur ça. Il y a un peu, je pense, de délit initié sur les bons ministres, les bonnes informations qui tombent, et du coup, ils sont très, très efficaces. Et surtout, si vous regardez, les formations en alternance, voire dématérialisées, sont parfois vendues plus cher qu'une formation présentielle temps plein en formation initiale. Alors que ça coûte à peu près 3-4 fois moins cher de faire ça. Il y a un tiers des cours, en plus, s'ils vont au maximum, on va dire, du temps d'entreprise, au maximum du minimum de temps de présence. Là, ça te coûte, c'est hyper rentable. Ils sont malins. D'un point de vue des professeurs, en plus, moi quand je suis c'est un peu casse figure les cours à distance en ligne parce qu'on nous paye une fois pour le cours qu'on enregistre, alors que en général on nous paye justement à chaque cours qu'on donne, et là on se fait avoir en étant en plus sous-payé la plupart du temps, et en étant, même quand elles appartiennent à des groupes, vendus à plein d'écoles. On se retrouve à donner un cours pour une école, et en fait, s'il y a d'autres écoles du groupe, le groupe peut vendre notre cours enregistré à plein d'autres antennes de groupe sans nous prévenir. Ils sont pas obligés. Donc ça, il y a du coup le problème de l'encadrement par l'État. Il y a aussi le problème justement des profs qui sont pas faciles à trouver. Nous, ce qu'on avait vu aux intervalles qui rendait la situation compliquée dans les écoles, c'est qu'on voit tout le temps des annonces de recrutement. Toute l'année, sur LinkedIn majoritairement, on voit des écoles qui disent on a besoin de quelqu'un dans une semaine tout de suite pour donner cours. Et forcément, on a creusé un peu, on a contacté des collègues qui sont eux-mêmes profs et qui nous disent la plupart du temps on est entre deux prods. On donne cours pendant un semestre ou deux, mais c'est vrai que si une prod nous appelle, on va prioriser la production et du coup on peut
lâcher le cours qu'on donnait en cours de cursus, si ça sera cool, mais ça peut arriver, voire une semaine avant que le cursus démarre. Et il n'y a rien pour que les écoles se protègent de ça, du coup, quand parce que c'est Ou un à l'inverse, travail en soi. ou à l'inverse, de nouer des relations avec les écoles pour mettre en place Ouais, presque des conventions de techniciens où il pourrait y avoir un temps intervenant régulier en fait. Est-ce qu'il y a des trucs à chercher en tout cas pour essayer d'améliorer ce système et de ne pas dépendre de contrats précaires d'un côté comme de l'autre et d'avoir des cours annulés pour les élèves et des contrats précaires pour les profs? Ouais, ben ça, en même temps, c'est le jeu d'avoir des intervenants qui sont professionnels et qui sont dans le secteur, parce que dès qu'on est plus dans le secteur, ben voilà, l'intervenant participe du réseau de l'étudiant. Mais non, moi, j'ai pas encore vu de possibilité de vraiment se dire un studio, parce qu'il y a le principe de l'intermittence de toute façon, donc comment, déjà, dans les studios, c'est difficile d'accompagner à des stagiaires qui arrivent en studio. Enfin, moi, j'ai des intervenants qui me disent, quand ils sont en prod, mais on me demande de travailler en plus pour accompagner un jeune qui est en stage. Ils ont le droit de refuser d'ailleurs. On n'a pas le droit, en entreprise, on n'a pas le droit d'imposer des stagiaires à un employé. Bon, Dieu sait que ça existe, mais normalement, on a le droit de dire non sur une prod si on n'a pas le temps. Ouais. Heureusement. Moi, là, Non, vas-y, parce que je. enfin, nous, Pas de solution en fait, magique, là. totalement différent. Nous, on a une solution, mais avec nous à Marc, en tout cas. Nous, on a, je pense, 95% de notre temps d'interaction avec les étudiants qui est fait par des temps pleins. Toute l'équipe est temps plein. L'école appartient à son équipe de profs. On part du principe qu'on prend des gens qui ont suffisamment d'ancienneté pour que leur savoir il soit bien solide. On maintient beaucoup de temps d'interaction avec nos anciens collègues en studio. On fait de la veille, on continue de s'améliorer aussi. En petit personnel, je fais de l'anime depuis toujours et je trouve que je m'améliore aussi dans le contexte de l'école parce que je vais animer autre chose que ce que le studio me demandait de faire. Je vais expérimenter d'autres choses aussi, donc ça me plaît. Puis surtout, on apprend à devenir des profs. Parce que c'est une chose d'être intervenant, d'être un bon graphiste, c'est une autre chose d'être intervenant, d'être prof. La pédagogie, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps, c'est aussi une expérience. Moi, des fois, je préfère quelqu'un qui est moins bon, moins capé, moins scellé, mais qui est plus pédagogue, qui va être plus doux avec les élèves, qui va savoir utiliser les bons mots pour leur présenter des choses. C'est deux compétences différentes. Donc, parce que c'est vrai que c'était un truc qui était pas mal ressorti de l'étude qu'on avait faite sur les écoles privées. C'est que les élèves disaient parfois on tombe sur des profs adorables, super patients avec nous, qui expliquent super bien. Et il y en a d'autres où, alors ça c'est plus vu en école 3D, pas d'explication, mais où c'était du no pain, no gain. Des profs qui disaient je vais vous faire souffrir, comme ça vous serez prêts pour le secteur professionnel. Et alors, il y a des élèves qui disaient sur moi ça marche super bien, et tant mieux, je veux dire. Et il y en a d'autres qui disaient oui, mais on ne peut pas le généraliser à toute une classe ou à tout un cursus. De dire je vais vous pousser dans vos retranchements de plus en plus sans beaucoup de pédagogie pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que comme on n'a pas de formation là-dessus et que les écoles n'ont pas les moyens, je suppose, de nous en proposer, on apprend sur le tas. Quoi. Même, si on voit le temps d'apprentissage pédagogique des enseignants en France, il n'y a quasiment rien. Enfin, je veux dire, on sait des études qui poussent à devenir bon en maths, bon en français, mais on a plus de temps. L'apprendre à enseigner, c'est quelque chose qui est... Voilà, il y a assez peu. Et dans les sujets, moi, c'est quand on a créé l'école, on s'est inspiré de méthode Montessori et Freinet sur la création de l'école. Ce que c'est. Qui connaissent Marianne Montessori et Célestin Freinet. Je connais des du coup, c'est des pédagogies qui sont... Alors, Marianne Montessori, c'était une médecin qui a fait une pédagogie adaptée à des publics, on va dire, atypiques. Et finalement, ça se marche bien pour tous les publics. Et Célestin Freinet, c'est une approche pédagogique il avait un objectif on va dire, de faire des citoyens épanouis, enfin des humains épanouis, des citoyens éclairés. C'est très basé sur la coopération. Donc nous, ce qu'on pratique à l'école, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était pas le sujet, mais on fait de la pédagogie inversée, on décloisonne aussi, on fait l'interaction entre les élèves, et c'est le travail à son rythme. Moi je trouve qu'on enseigne dans les écoles de la même manière depuis quasiment un siècle. C'est le prof face à ses élèves. Le savoir est un endroit, il est transmis et c'est peu d'interaction par cœur. Mais ça a tendance à évoluer parce qu'il y a plein d'enseignants qui
bouger les murs, pas forcément les plus jeunes, mais aussi des gens des vieux de la vieille qui pratiquent des choses depuis très longtemps, et voilà. Donc il y a plein de pratiques. Moi, j'ai été nourri par des gens qui sont profs de maths, professeurs des écoles, en maternelle, en primaire, d'autres, et c'est juste, on a piqué les idées. Je connais des gens, c'est Animation Workshop depuis longtemps, comme Tim LeBlanc, que j'aime bien, et qui me parlait de ce qui se faisait au Danemark. Voilà, Animation Workshop au Danemark. Bref, moi, quand j'ai enseigné en France, j'ai enseigné en Espagne aussi, souvent, quand on me posait la question, en tant qu'intervenant, c'est tu vas apprendre ça à ces gens-là pendant tant de temps. Mais on n'abordait jamais le comment. C'est quelle est la méthode que tu vas utiliser, pourquoi tu l'utilises comme ça. Et le comment on enseigne, il est assez peu abordé. On va faire venir, parce qu'on a un planning. Bon, est-ce que tu connais le logiciel, est-ce que tu es animateur, tu es artiste, donc tu vas apprendre quelque chose, mais le comment, on est assez peu accompagné. Même dans des très bonnes écoles, il y a une confiance qui se fait. Et je pense qu'aussi, la problématique de beaucoup d'intervenants, c'est que des fois, on va plus avoir assez de savoir-faire à l'intérieur de l'école, d'expérience, pour bien savoir créer le programme. Parce que si la compétence elle est externe à l'école, c'est les intervenants, ils viennent faire cours, mais ils n'ont pas toujours. Il faut avoir les moyens, et certaines les mettent en place. Là où j'ai enseigné d'ailleurs à handicap, par exemple, il y avait des moments de temps pédagogique, il y a des écoles où il n'y a pas. C'est-à-dire, les profs viennent, ils s'en vont, et c'est fini. Donc il n'y a pas d'interaction entre profs aussi. Ouais, moi, c'est ce que les profs d'anime, tu ne rencontres pas le prof de rig, tu ne sais pas comment il a fait son truc, le prof de rig ne rencontre pas le prof de puis on n'est pas tous Clara, etc. sur la même durée, il y en a qui sont toute l'année, là un semestre, d'autres 3 semaines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est assez facile. En fait, d'avoir tout le monde toute l'année, et puis après, on gère, on fait en sorte que la répartition d'élèves par prof soit la plus équilibrée possible, et c'est plus facile à gérer. Et après le cours, en plus, il y a le moment effectivement de pédagogie en face à face avec le groupe d'étudiants, mais il y a aussi après, c'est-à-dire évaluer les travaux. Et ça, quand c'est un intervenant qui est professionnel et qui a connu en plus les notes à l'ancienne, quand et ben en fait, non, nous on est sur des évaluations de compétences. Donc comment, c'est du temps aussi avec l'intervenant d'expliquer comment nous dans la pédagogie, après quand il y a la réalisation, comment on amène des commentaires aussi constructifs, comment on évalue chaque chose. Au début, alors sur les compétences, j'avais des intervenants, je veux dire, par exemple, storyboard, ils mettaient juste storyboard. Maintenant, en fait, tu n'évalues pas la discipline, le storyboard, tu évalues les compétences dont tu as besoin pour réaliser un storyboard. Et elles sont transversales avec tous les cours. Et ça, c'est une démarche qui est complexe quand même et qui n'est pas évidente à intégrer quand on vient même juste une semaine et qu'on va passer du temps en plus à se dire, ah oui, d'avoir cette démarche. C'est pas facile de pas... faire l'école. Non. C'est du boulot. Mais comment on peut accompagner au mieux justement cette problématique du fait que en fait, c'est juste vital et c'est d'ailleurs un gage de qualité d'avoir des intervenants extérieurs en fait, qui transmettent un savoir qui est au plus proche du terrain et en même temps qui ne sont pas forcément pédagogues ou parce que comme tu l'expliquais, comme on l'explique tous, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des montagnes de savoir, juste elles n'arrivent jamais au destinataire, à savoir l'étudiant, parce que la pédagogie n'est pas là, parce que la méthode n'est pas là. Alors, quelles sont les pistes qu'on pourrait, outre le fait d'avoir une équipe permanente, outre de donner des tips, comment est-ce qu'on pourrait les accompagner au mieux et comment ce truc-là pourrait s'inscrire dans un gage de qualité aussi, on parlait encore une fois du Slavel et du récap. En fait, c'est de on est des humains et on se parle. Hein. Moi, j'échange beaucoup quand même avec les étudiants après une intervention. D'avoir des retours, qu'on échange, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et avec les intervenants, pareil, et on se fait des réunions. C'est ça qui est intéressant dans la pédagogie, c'est que c'est vivant, et c'est un champ, c'est infini. Comment on amène des jeunes, comment on transmet. Nous, on n'arrête pas de se poser des questions sur comment j'ai appris, et qu'est-ce que j'ai retenu, et et c'est pour ça qu'on a fait des écoles, je pense. C'est ça qui est passionnant. Donc je pense que c'est vraiment dans l'échange. Hein. C'est des échanges humains, et il faut que ça circule en fait. Et la maquette pédagogique, elle évolue tout le temps en fait. On ne s'est jamais fixe. Ça évolue en fonction des besoins des studios et des techniques, etc. Mais ça évolue aussi parce que on est tout le temps en train de se dire quel levier je vais avoir avec toutes les personnalités. C'est pas un bloc, une classe ou une promotion ou un groupe, c'est plein de personnalités différentes avec des handicaps aussi. Donc il y a cette prise en compte là. On en a parlé à la table ronde précédente du fait qu'il n'y a aucune formation
aux personnes neuro-A dans l'anime pour le management, c'est inexistant. Voilà. Et donc, ça, on en parle avec les intervenants avant, après, comment ça s'est passé, comment on peut faire. Ouais. Mais c'est pas simple. Moi, je veux réagir par rapport à des échanges qu'on a eu par rapport à une précédente enquête que vous avez publiée. Des fois, on a un peu l'impression qu'on a toujours faux. C'est vital d'avoir des intervenants qui sont actuellement dans le marché. Mais il faut arrêter d'avoir des contrats précaires. Il faut que les frais scolaires soient moins chers, mais il faut rajouter des formations ainsi, des formations à ça. En fait, on ne peut pas réussir, parce qu'on essaye de faire en sorte que les frais scolaires soient de pas les monter le minimum possible. On a dû les monter, surtout l'après-Covid, parce que les éditeurs du Shell nous font payer plus cher, l'électricité est plus chère, il y a plein de choses qui sont plus chères dans la charge. Nous, on fait 2% de marge, elle est réinvestie. Donc tout part. Il n'y a pas un euro qui part, on est au salaire unique dans l'entreprise, il n'y a pas un salarié qui va prendre beaucoup, on a tous le même salaire dans la boîte, peu importe les postes. Et il n'y a pas de marge, hein. On met tout dedans. Et après, c'est des choix. Il y a des choses qui marchent. Nous, pour l'instant, ce qu'on fait, ça marche. Et c'est pas simple, c'est une prise de risque aussi, parce qu'on se lance avec quelqu'un, c'est un CDI. Est-ce que sa spécialité ou sa manière de faire, elle va perdurer dans le temps? Et à un moment donné, cette personne, on va devoir la pousser humainement à faire des efforts, à se remettre en question, etc. Mais parce qu'on trouve que c'est chouette d'avoir des gens en CDI, leur niveau d'implication il est plus important. La question, nous, on crée des contenus courts, on crée des contenus pédagogiques. Enfin, comme ils sont associés de l'école, ils sont contents de les créer parce qu'ils gagnent du temps humain avec leurs étudiants. En gros, on fait des tutos, les étudiants les consomment à leur rythme. C'est aussi très efficace pour l'accompagnement des neuroatypiques, les gens qui sont dyslexiques, qui ont besoin d'agrandir les textes x3, qui mettent 3 ou 4 fois plus de temps à lire un contenu ou à regarder une vidéo. Ils ont un temps de consommation de ces contenus vidéo simple que quelqu'un qui va imposer un rythme qui sera toujours trop lent pour les meilleurs élèves, les plus à l'aise dans la discipline, et toujours trop rapide pour ceux qui sont plus en difficulté. Quelqu'un qui est malade une semaine, il a raté les cours. Surtout dans des classes, je ne sais plus pour vos écoles, mais on a vu qu'il y avait quand même une majorité d'écoles qui avaient des classes d'au moins 25 élèves. Voire plus. Si en moyenne, on était autour de 25 quand même. Il y en a qui font les 40. Et c'est vrai que les profs avec qui on échange, nous, ils nous disent qu'on leur a appliqué en vrai au-dessus de 15 élèves pour faire un vrai suivi individuel. C'est compliqué. C'est pas simple, quoi. Surtout quand ils ont plusieurs classes à gérer. C'est pas... moi, typiquement, quand je donne des cours, c'est surtout des cours théoriques. Donc, je peux avoir 25 élèves, c'est pas très grave parce que j'ai pas à suivre leurs travaux perso individuels, mais quand c'est des profs qui doivent corriger à chaque fois le dessin, les travaux qu'ils font en cours, vraiment, plus de 15 élèves, ça peut devenir compliqué. On voyait beaucoup d'écoles avaient des classes de 25, 30, et que ça faisait des gros formats finalement impossibles à suivre, et avec justement une pédagogie souvent non existante. Mais ces retours, c'est vrai que la majorité de ces retours-là qu'on voit, c'est des écoles de groupe, c'est les plus visibles, hein, c'est celles qui amènent le plus de mécontentement. On le voit, alors c'est pas le premier, mais il y a un Balance ton école d'anime qui est sorti récemment. Il y avait eu un Balance ton ESMA aussi qui était spécifique aux écoles ESMA. C'est fermé. C'est fermé, alors apparemment parce que l'ESMA aurait menacé les personnes qui tenaient le groupe. En tout cas, c'est ce qu'elles ont dit sur Instagram, et du coup, ils n'ont pas voulu prendre de risques et ils ont fermé le groupe. Après, il y a aussi un Balance ton studio d'anime. Et c'est vrai que nous, typiquement, on est un peu critique de ces Instagram-là, parce que autant ça fait ressortir des comportements récurrents, nocifs dans les écoles, majoritairement celles de groupe, autant ils oublient à notre sens un truc qui est quand même assez important, c'est que justement, comme en entreprise, ça dépend vachement des profs qu'on a. Il y a une année qui peut très bien se passer parce qu'on est tombé sur un bon pool de profs, et l'année suivante ou l'année d'avant, pas de bol, ils sont pas tombés sur les bons et c'était horrible. De la même manière qu'en studio, on peut avoir une prod qui se passe super bien, et dans le même studio, la prod en parallèle qui est horrible parce qu'il n'y a pas les bons leads, il n'y a pas le bon chargé de prod ou autre. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on en revient à la réputation des écoles, mais parfois on se rend compte que ça tient sur des expériences individuelles qui ne sont pas forcément, pas grand chose, et que c'est une expérience individuelle qui n'est pas forcément représentative finalement de toute la politique d'une école. Comment réussir à doser et équilibrer ça Il y a quelqu'un qui veut dire un truc, mais j'aimerais bien y répondre après. Peut-être On verra, ça sera peut-être la question. Justement, en fait, on va en parler de ce poste parce que je fais partie de l'école qui a été visée par ce poste, l'école Georges Méliès. Ouais. C'était pas pour Balance ton ESMA qui a été visé. D'accord. Balance ton école d'année, il y a un petit peu de recherche sur ça, il a fait devant moi. Du coup, plus
sur le post-mortem de l'expérience en tant qu'élève vécu de cette école-là, on s'est pris une shitstorm sur les réseaux, pas forcément juste l'école après ça, mais vraiment les élèves qui venaient dans les commentaires de ce post-là pour dire mais non mais attendez, c'est complètement biaisé, c'est point de vue et compagnie. Et on a été beaucoup à devoir suspendre nos activités sur les réseaux. On a reçu, je sais pas pourquoi, une sorte de forme de harcèlement à cause de ça. Ça a fait beaucoup de mal à tout ce qui a été l'administration et le corps enseignant. Puis, du coup, pareil, il y a aussi toute cette histoire de réseautage avec du coup une mise en doute de potentiellement la qualité de l'enseignement, mais très certainement aussi le comportement des personnes qui dirigent l'école, sachant que le poste relatait des événements qui commençaient à dater de quelques années, des choses qui ont changé, ou des événements qui sont amplifiés ou qui n'ont juste rien à voir. Et le problème, c'est que ça a fait aussi énormément de mal à la promo qui est en train de sortir actuellement, puisque du coup, c'est la première promo à sortir après le post Instagram. Et eux, ça va être une cata pour le recrutement aussi derrière. Sachant encore une fois qu'au recrutement, déjà je suis même pas sûre que la plupart des recruteurs aient vu ces posts Instagram. Et puis vraiment en vérité, on regarde les bandes démos, les portfolios, parce qu'on sait que la qualité des écoles, elles évoluent, elles changent. Et, moi j'ai eu des bonnes surprises parfois sur des écoles sur lesquelles j'avais de mauvais a priori en recrutement. Donc vraiment, on se base, en tout cas un bon recruteur, il se base pas dessus. Il se base pas juste sur une réputation, encore moins juste en ligne. Ou alors, faut vraiment que ce soit un collègue très proche de lui qui lui dit ouais, non, là-bas, cette école-là, j'y ai donné cours, c'était vraiment pas ouf. Mais surtout que le contexte n'était pas cadré. En fait, voilà, là, oui, ça a été géré un petit peu, dans la précipitation, comme un shitstorm. Non? Bah, oui, on s'est un peu tout pris dans la figure parce que le poste est sorti de nulle part et que en fait, tout le monde s'est rué sur nous et même du coup sur le directeur et l'équipe pédagogique en disant qu'est-ce que c'est cette école, c'est quoi ces profs, c'est quoi cet enseignement, c'est quoi ces locaux, enfin tout plein de choses. Donc on aurait très bien pu reprocher à d'autres écoles parce que c'est des problèmes qui sont récurrents à ce genre d'établissement aussi. Maintenant, ça demande aussi pas mal de... Enfin, ça nous fait nous-mêmes poser pas mal de questions. J'ai une amie qui travaille à l'ECA, qui est enseignante là-bas, et qui du coup m'a envoyé un message 2 jours après le post Instagram en me disant bon, j'ai vu le post, je sais que tu es élève dans cette école-là, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qui est vrai ou pas, j'ai besoin de savoir, parce qu'on a potentiellement des ressortissants de ton école qui vont venir chez nous, il y a potentiellement des professeurs qui ont enseigné dans ton école qui risquent de venir chez nous, j'ai besoin un petit peu de taper le terrain pour se préparer, on se prépare nous. On a eu une longue discussion, elle m'a dit que de toute façon, elle aussi, elle craignait un peu aussi une sorte de balance ton école d'Aline sur son école à elle. Mais voilà, ça a fait plus de mal à une échelle personnelle qu'à l'école de manière générale. Ce qui est peut-être aussi le but de ce poste-là. Tu veux dire? En fait, c'est vrai que parce que ça fait partie de ce sujet large avec les écoles où entre les troubles de la demande de contrôle, tout ce qu'on évoquait là, de qualité, de transparence, en fait, ça amène aussi à le marché est super rude, il y a trop d'étudiants, c'est compliqué, les qualités elles sont différentes aussi. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui, par contre, factuellement, sont vraiment dures et elles ont besoin de s'exprimer. Et donc il y a des cadres comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace qui sortent, mais effectivement qui ne sont pas forcément contrôlés. Ou en tout cas, quand il y avait des cadres, parfois ils sont trop contrôlés, et à l'inverse, ça ne sort pas du tout. Et c'est vrai que ce genre d'initiative n'est pas à bannir totalement, parce que des fois il fallait que ça sorte, mais effectivement, à prendre avec du recul, à décerner le vrai du faux. Le travail n'a pas été fait en l'occurrence sur ces initiatives-là, pas forcément tout le temps en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a des fois ça fait du tort, il faut le dire clairement. Et au sein des écoles, là je parle en tant qu'asso, c'est vrai que nous on a des écoles qui sont revenues vers nous en disant oh là là, on a les chocottes, parce qu'en fait,
en toute objectivité, vous n'avez pas forcément non plus grand-chose à se reprocher parce qu'il y a aussi des choses qui sont totalement indépendantes de leur volonté. Le contexte, il est ce qu'il est. Le taux d'insertion, il est aussi ce qu'il est en vertu des offres disponibles. On ne peut pas tout reprocher à une école non plus. Il y a des fois, elles n'ont pas la main. Il faut être honnête là-dessus, il faut le Pas reconnaître. la main sur la crise. Voilà, c'est ça. Clairement. Et c'est vrai que ce travail avec ce genre de plateforme, en tout cas, n'a pas été fait. Et effectivement, ça a vraiment fait du mal. Et auquel cas, il faut qu'on trouve des solutions pour que ça ne se reproduise pas, tout en laissant un espace ouvert pour que ça soit dit aussi, quoi. Quand il y a des choses à dire. Oui. Faut qu'il y ait rien à dire, ou juste que ça va, et c'est bien aussi de le dire. Mais il faut que ça puisse se libérer, et effectivement, là, le contrôle, il n'a pas été là. Et du coup, est-ce que l'école a fait une communication interne en réagissant, a fait une réunion pour en discuter, en disant il y a peut-être un souci et qu'il faut résoudre? Alors, on a eu une forme de communication interne, mais qui était plus de l'ordre de grosses AG en présence du directeur et de l'équipe administrative qui ont globalement fait un très léger point sur le poste. Et ça a été, je crois, une semaine après, parce que du coup, ils étaient dans les affres de gérer du coup, la crise post. La post. Et mais c'est la seule chose qu'on ait eue, puisque globalement, le ressenti global au sein de l'école était le même pour quasiment tout le monde. Il y avait un petit peu ce sentiment de pas vraiment de diffamation, mais de presque post-vérité à ce... Nous, ce qu'on voit, et c'est la même avec Balance ton studio d'anime, sincèrement, c'est que c'est surtout des gens qui ont un ressenti fort et qui l'ont gardé longtemps à l'intérieur, donc ça finit par exploser. Et en fait, en creusant un peu, on peut se rendre compte aussi souvent que c'est des personnes qui ne sont pas forcément renseignées sur le droit du travail ou qui se sont pas renseignées en amont, que ce soit sur l'école ou les studios, sur le cadre qui était proposé, qui était mis en place, le contexte. Et du coup, quand ces témoignages sortent en ligne, il manque justement cette contextualisation qui peut parfois aider et peut permettre. Nous, il y en a plein, le gros questionnaire qu'on avait envoyé aux élèves là, pour justement l'étude sur les écoles, il y en a, mais je pense quasiment la moitié qu'on n'a pas exploité, parce qu'on s'est rendu compte que certaines réponses des élèves n'étaient pas cohérentes entre elles. Il y a un élève qui répondait des réponses pas cohérentes ou des témoignages qui étaient en contradiction. On s'est dit, en fait, ça, c'est justement que les élèves sont pas forcément très bien renseignés, mais ça veut dire du coup que les réponses n'étaient pas exploitables, statistiquement parlant. Et je pense que c'est pareil sur les témoignages qu'il y a sur ces comptes Instagram, c'est que c'est du ressenti à chaud et que les gens se sont pas forcément dit attends, peut-être que j'avais vérifié en amont que j'étais peut-être pas juste au courant, peut-être que j'étais pas renseigné, peut-être que j'ai mal compris quelque chose. C'est la contextualisation là-dessus, elle est importante qu'on se fasse. On se retrouve pas justement à cracher gratuitement ou à casser la réputation d'un studio, d'une école ou quoi, sur la base d'un événement qui a pu se mal passer. Il y a pu y avoir des événements qui se passent pas bien. On se souvient malheureusement du suicide d'un élève à Lisa, où là c'est quand même un échec très grave. Mais il y a des moments où parfois il y a une mauvaise communication, parfois les écoles gèrent pas bien, parfois il faut qu'elles apprennent. On est nous-mêmes les écoles comme les pros en train d'apprendre tout le temps. Et si justement il n'y a pas cette communication élève-professeur comme il y a entre studio, travailleurs et gestionnaire de prod par exemple, ou lead, c'est vrai que c'est un moment ça clash, ça marche pas. Et c'est un truc, moi je vois les studios comme école, de rappeler constamment, communiquer, parlez-vous aux gens, parce que parfois il y a des quiproquos bêtes et on est là genre, faut mieux voir discuter un peu parce que ça peut amener des trucs idiots. Exemple bête, on avait vu aux intervalles, il y a presque 2 ans maintenant, je crois me souvenir, toute une communication d'école qui mettait en valeur le travail des élèves, mais toute la communication était en IA générative. Et on s'était dit, c'est bizarre, mettez en avant le travail des élèves. Et on l'avait en effet relayé sur nos réseaux sociaux, et les élèves qui sont venus nous voir en DM, en message privé, en disant, déjà ils avaient très peur que ça dévalorise leur diplôme. On les a rassurés en disant, il n'y a pas de risque. Et en nous disant, c'est pas nous, c'est pas l'école, c'est la communication de l'école qui appartenait à un groupe et qui du coup c'est pas l'école même, c'est la communication qui gère toutes les antennes du groupe et qui disait, et en fait c'est ce qu'on voit le plus souvent au final là-dessus, mais ils nous ont dit attention, dunkez pas, crachez pas sur l'école parce que là pour le coup le responsable pédagogique, les profs et les élèves sont pas responsables, et on a mis un petit, du coup on a reposté
l'erreur a été faite, c'est bourré, mais on a mis un petit mea culpa en disant, ah, bah, on a eu un retour interne qui nous a dit, attention, c'est peut-être pas, ça vient pas peut-être de l'équipe pédagogique. Tout ça pour dire que on est de toute façon à un secteur qui est assez bordélique, il faut le reconnaître. On a une convention collective que depuis 2004, on est devenu une industrie vraiment au début des années 2010. En soi, c'est super récent. On a commencé dans les années 80, mais ça a vraiment commencé à se booster dans les années 2010. Pareil pour les écoles, il y a eu un boom, il y en a partout. On doit mieux faire. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, tant sur les écoles que les boîtes. Et c'est un travail de longue haleine. On n'a pas fini. Si je peux ajouter un truc sur cet événement en particulier, enfin, Balance ton école d'anime, il y a une grosse différence par exemple, avec le livre Le Cube, qui est fait à visage découvert, avec des témoins cités, avec un travail étayé, y compris quand on fait l'enquête, où il y a des choses que je trouve discutables dedans, mais elle est signée, on sait qui l'a fait, et il y a un protocole qui a été présenté. Là, c'est qui en fait, comment c'était fait, est-ce que on répercute plusieurs témoignages, on en fait une moyenne, ou est-ce que c'est juste le premier témoignage qu'on voit, on ne sait pas trop comment c'est structuré, donc c'est dommageable. Et il y a un autre effet qui est dommageable, et que je ressentais un peu dans l'enquête que vous aviez fait, c'est qu'en fait, c'est une petite communauté, les écoles qui ont le plus réagi, finalement, c'est souvent parmi les meilleurs. Je m'explique, c'est des gens dont la communauté est assez réactive. C'est-à-dire qu'on va faire circuler les enquêtes, on va faire le travail. Exactement, et du coup, en fait, on a senti que on va l'appeler, on va le payer. Et les pires écoles, elles sont pas du tout dedans parce qu'en fait, elles n'existent pas, elles font pas tourner l'enquête. C'est vrai qu'on a fait un disclaimer après coup, justement. Il y a cet effet-là. Et aujourd'hui, j'aimerais surtout vraiment qu'il faut faire la part des choses entre les problèmes de personnes. Donc, Balance sur l'école d'anime, c'est beaucoup, et pas que, mais beaucoup des problèmes de personnes, en particulier ce qui se passe au niveau de Méliès, c'est des personnes qui sont critiquées, et puis c'est des gens qui ont mal vécu, et j'espère qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui va vivre aussi mal notre formation un jour et qui pourrait aussi avoir envie de s'épancher sur les réseaux. Donc il peut y avoir des problèmes de personnes comme ça, liés à des profs, de l'humain pur, mais aujourd'hui, ce dont souffre notre secteur, c'est les systèmes. Les systèmes qui sont perdus, c'est des systèmes qui broient des employés jusqu'aux familles, qui font qu'ils prennent une marque, ils en font 15 campus alors qu'on n'aurait même pas besoin d'un seul, parfois. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est à la fois Balance en école d'anime tape assez peu fort sur les écoles les plus problématiques du groupe, parce qu'en fait, ils ne sont pas sur les réseaux. Cette communauté, elle n'est pas réactive. En fait, et finalement, s'ils sont touchés par Balance en école d'anime, ces jeunes, c'est parce que s'ils sont dans une école qui le voient, c'est que ça tourne, c'est que c'est des gens qui s'intéressent à leur secteur, c'est qu'ils sont dans les réseaux LinkedIn et autres, et Facebook qui vont faire tourner ce genre d'informations, et du coup que finalement le taf d'insertion communautaire il est plutôt bien fait. Mais par contre, il y en a, ils ont totalement absent de ce genre de... Les SMA étaient quand même réactifs, ils appartiennent au groupe créative, et eux, pour le coup, il y a eu un compte Instagram, Balance ton ESMA, et là, ça, il a fermé parce que l'école a été réactive, et selon le groupe Instagram en question, aurait menacé justement des personnes qui témoignaient en disant il n'y allait pas et tout. Alors, selon le groupe Instagram, encore une fois. Mais eux, ils ont en tout cas réagi, mais ça, à ma connaissance, c'est la seule école de groupe qui a prêté attention, en tout cas, à ce qui s'est fait. J'ai eu des retours d'une direction pédagogique d'une école qui a cru que c'était nous. Balance ton école d'anime et qui du coup a cru qu'on dunkait. Ils citent pas mal aussi. Ils citent pas mal les intervalles. Quand on partage des trucs, ils repartagent en story des trucs qu'on fait, mais quand il y avait l'école en question, il y avait eu un témoignage contre elle sur le groupe, et l'école était partie du principe que c'était nous, alors qu'on n'avait rien à voir, et du coup elle a décidé que non, les intervalles c'est des méchants, alors que nous on a non, mais on veut juste les travailleurs et les étudiants, donc bon, on s'y prend aussi bien qu'on peut, on peut s'améliorer, je suis d'accord, il y a des trucs sur lesquels on peut mieux bosser, mais c'était marrant de voir à quel point la réaction était à fleur de peau, à quel point il y a finalement, comme en studio, souvent des soucis d'ego, où on n'est pas dans un secteur qui a l'habitude de faire son autocritique, de se poser la question, de dire je peux peut-être me remettre en question, peut-être mieux faire, peut-être que j'ai pas réagi de la meilleure manière, et que c'est un truc qui est très très fréquent, et que je trouve très différent pour bien connaître le secteur du jeu vidéo par mon partenaire, mais qui lui a tellement l'habitude par sa fanbase de se faire cracher dessus tout le temps, école comme studio, qu'ils sont super au taquet, alors qu'en anime on est un peu protégé, on n'est pas habitué à la critique, et du coup il y a des réactions parfois à chaud, parfois comme ça, et un manque de prévention et de formation des gens à gérer ce genre de questions. Et de la même manière, ça me permet de faire un petit
petite transition. En école, on a la question donc, de la formation pédagogue qui se fait un peu sur le tas, parce que, Par la pratique. par la pratique, du fait que c'est des professionnels qui viennent. Mais il y a aussi donc, la question des formations à gérer les personnes neuro-A et ou handi, et aussi à la prévention et gestion des violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est pareil. Même problème en école qu'en studio. C'est au tout balbutiement, j'ai l'impression. Est-ce que, je sais même pas, est-ce qu'il y a des obligations dans les écoles de mettre en place des référents violences sexistes et sexuelles, des référents handicap? C'est quelque chose d'obligatoire? Handicap, Ouais, oui, pas d'obligation. Calliope, on vient de le passer au mois de septembre. Et oui, ça c'est, on doit, alors pas violence sexiste et sexuelle, mais handicap, oui. Il doit y avoir un référent. Après, ça va être Voilà. le niveau de contrôle n'est pas ouf. Hein. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a pas pas de des choses. contrôle Voilà. derrière, de Ouais. périmètre, ouais. Nous, en étant dans le dispositif, en justement, il y a plus d'obligations. On sait qu'il y a des choses où on sent qu'il faut les faire parce que ça facilite le travail, en fait, hein, d'avoir des référents des HSS. On fait des petites choses, hein, où on a eu une histoire, tu vois, de liste d'étudiantes par des garçons. Des filles avaient d'ailleurs fait des listes d'étudiants de leur côté. C'est un sujet, on va dire, c'est une base. En fait, on a eu un moment où on en a communiqué, on en a parlé de ce sujet-là. Ça peut arriver, en fait, et c'est bien qu'on ait des membres de l'équipe qui, en fait, sont juste opérationnels pour savoir comment on réagit. Qui se sont formés Voilà. du coup de Il peut y même. avoir et puis des histoires qui passent souvent en dehors des murs de l'école, hein, soit des agressions sexuelles entre élèves, des choses comme ça va. C'est pas pendant qu'ils sont en cours, hein, je veux dire, ça se passe à un autre moment, ça se passe dans des soirées, dans des contextes privés. Puis après, il faut vivre avec ces interactions-là, où on protège les uns les autres. Une école ne peut pas être facilement juge aussi. Enfin, c'est tout un contexte complexe, donc c'est bien de se former parce que il y a une norme juridique, il y a une manière de faire. Et ça, voilà. Pour l'instant, quand on dépasse, à un moment donné, 100 individus ensemble dans un même environnement, il va se passer des trucs. Donc c'est bien de prendre conscience et d'anticiper Et les sujets. Quoi. les formations, c'est celles qui sont payées par l'AFDAS, qui sont proposées par EGAE, ce genre de Ouais, cursus. ou les finances souvent aussi. Ouais. Il y a des assos qui sont pas très chers, ou c'est bien quand même, donc vous avez moyen de financer. On peut avoir des aides d'OPCO aussi. Ouais. Ouais, parce que j'imagine que la difficulté c'est de gérer ça, mais en plus les obligations ne sont pas les mêmes selon le statut de l'école. Je sais que si c'est une école privée, pas associative, typiquement si c'est une entreprise, ils ont les mêmes obligations qu'une entreprise classique, mais dans le cas d'une association, est-ce que vous êtes responsable de la même manière de la sécurité des élèves qu'une école qui est une boîte en fait? On a toujours une responsabilité. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a une obligation d'enquête interne, s'il y a des remontées justement de harcèlement moral ou sexuel, ou pire, parce que j'espère pas, mais Je ne pourrais pas trop dire parce que je suis pas une des personnes référentes sur ce sujet. Donc non mais à ce niveau juridique-là en fait, c'est-à-dire que les enseignants on a une action à faire quand on est face à quelque chose, mais ensuite il y a des gens. Donc l'homme c'est de le traiter et d'aller au bout, d'accompagner les potentielles victimes, les potentiels bourreaux aussi, qui peuvent des fois être victimes dans ce contexte-là. Donc c'est un encadrement quoi. Et le devoir d'enquête c'est complexe parce que quand c'est en dehors de l'école, c'est en dehors de l'école. alors Voilà. dans le cas d'une entreprise, même si ça se passe en dehors des heures de travail ou du cadre de l'entreprise, si c'est même si par exemple un pot organisé, un pot de fin de prod, c'est quand même dépendant de l'entreprise de garantir la sécurité des employés. Donc si ça peut se passer pendant une fête de fin de tournage, dans le cas du live ou un pot de fin de prod en anime, s'il se passe quelque chose à ce moment-là, la prod est quand même responsable. Ça reste quand même l'entreprise. Ouais. Là, moi je te parle de choses qui ont lieu dans leur vie privée complète. Ouais. Donc là, ils se retrouvent en dehors et en fait après c'est des personnes qui vont devoir être au même endroit pour étudier et quand c'est plus possible, comment on détricote les choses pour que ça se passe bien et que les deux parties puissent continuer d'étudier jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est passé. En général, ce qu'on doit assez vite, c'est accompagner la victime à plein de points, à se faire accompagner par des gens qui vont être un peu au-delà du niveau de l'équipe. C'est un savoir-faire, il y a des spécialistes et des professionnels et il y a plein d'organismes en plus. Alors, en gros, on est assez vite encouragé à passer la main en fait, à des gens encore plus neutres que nous. On en a fait la liste de ceux qui sont validés par l'AFDAS et quand on travaille, on a discuté aussi avec le 50-50 collectif, tous ne se valent pas. Le problème c'est qu'il n'y a pas justement de contrôle derrière de l'état, de la qualité des formations validées, des OPCO donc, qui sont validées par l'AFDAS et que
toutes les formations ne se valent pas en termes de qualité et surtout toutes ne sont pas forcément adaptées à notre secteur. Pour en avoir fait 2 moi en anime, il y en a qui ne sont pas du tout adaptés à l'intermittence du spectacle pour les studios et du coup on nous donne des conseils qui sont pas adaptables, que dans d'autres contextes nous on ne peut pas les mettre, genre on parle à chaque fois de CSE, de références syndicales et on leur dit oui mais nous les 2 tiers des entreprises c'est des TPE donc c'est compliqué. J'imagine qu'en école parfois c'est pareil, c'est pas forcément toujours adapté, donc il y a des éléments qui doivent pouvoir servir et pas d'autres, donc au final c'est quoi? C'est pas grave, on doit apprendre, on doit adapter au contexte, sur le tas, aux besoins de l'école. Donc là, nous pensons, on est contents de ce qu'on a trouvé. Ouais. On a fait aussi des formations à destination des élèves. Hein. On a eu des conférences et des tables et des groupes de parole aussi de femmes et d'hommes dans ce contexte. Pour qu'ils se sentent plus à l'aise justement à discuter en groupe. Voilà, certains ont été contraints de participer et d'autres c'était le volontariat et un mélange en fait. Il y a plein de dispositifs, c'est intéressant ce qui peut être mis en place. Et c'est un truc qui finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de le mettre plus en avant sur les brochures des écoles, parce que jusqu'à présent c'est pas trop justement. C'est Oui, pas trop, peut-être. Après c'est oui, ça devrait être en fait. Maintenant c'est pas très très compliqué à mettre en place. C'est du temps. D'ailleurs, tu vois, notre formation, moi je vais voir la mienne. L'équipe va avoir sa formation bientôt en juin avec cette nouvelle organisation avec qui on travaille. Il y a plein de sujets. Après, il y a des sujets vraiment délicats. Tu parlais de passer des VHSS. Il y a des formations qui existent. La neuroatypie, c'est vraiment plus complexe parce que c'est extrêmement vaste comme sujet. Et franchement, c'est de la pratique. Hein. Parce qu'un neuroatypique, entre le spectre de l'autisme, des TDAH, zèbre, différences cognitives, dyslexie. Bon, en fait, on a quelqu'un en face de nous et en fait, on se rend compte que les gens, ils n'ont pas de diagnostic, mais on est des individus différents en fait. Hein. Il y a des gens, moi par exemple, je trouve qu'à l'école, on a moins de difficultés avec des gens qui ont de la neuroatypie que des gens qui ont en fait simplement des passifs sociaux, émotionnels difficiles. Je trouve ça plus dur à gérer. Il y a des gens qui ont eu des conflits familiaux, qui ont eu des moments de vie complexes, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a plein de sujets qui font que vraiment notre boulot, le moment où on n'arrive plus à le faire, c'est quand on a quelqu'un qui n'est plus assidu pour une raison et souvent externe à l'école de ce type-là. Voilà. J'ai quelque chose, c'est ça, on est très démunis face à ça. On n'a pas vraiment de moyens d'aider la personne. Parce qu'il y a un qui existe, qui est mis en place non plus à l'échelle plus large, peut-être sur. Ouais, mais des fois, on peut pas obliger les gens à se soigner. Les gens veulent pas aller aussi voir un psy, consulter, même se soigner physiquement. Des fois, les étudiants, ils font pas. 2 fois par mois, on a une psychologue qui nous donne un temps d'écoute, voilà, et les étudiants sont libres et nous on n'a pas de regard du tout, enfin voilà, c'est totalement privé et c'est nous qui prenons en charge ce temps d'écoute. Mais après, voilà, ça reste un temps d'écoute. Alors, des fois, ça suffit. Et puis, je pense qu'après, la psychologue va pouvoir orienter. Repérer peut-être de la de le déguider, je pense que ça sort de la mission de l'école aussi. Ah oui. Après, Faut pas, en général, ce qu'on disait tout à l'heure, basculer la formation sur l'entreprise, là, il ne faut pas non plus faire porter à l'école tout le suivi de personnel qu'il peut y avoir. L'idée, c'est d'accompagner au mieux dans le cadre de ce que vous avez à donner pour l'apprentissage, pour que ça se passe au mieux, et donner des pistes, par contre, des contacts et autres, c'est faux, mais sinon de tout reporter sur l'école. Nous, on essaie d'agir à partir du moment où la personne elle est plus en mesure de faire sa formation correctement. Donc là, on met en place, on lance quelque chose, et ensuite, la balle est souvent dans le camp de l'élève qui peut réussir ou pas réussir, des fois, surmonter cette passe. Et ces questions, écoute, neuro, handicap et de prévention et gestion des violences sexuelles, c'est quelque chose qui existe dans l'audit du RECA ou alors pour l'instant c'est pas le... Non, c'est pas présent et aussi parce que par la décharge du RECA, chaque chose en son temps en fait. C'est déjà un chantier assez lourd de parler de mettre la transparence en place sur ça. Ensuite, pour l'instant, le label RECA, c'est un label normatif qui est une obligation de transparence, pas de résultat. Pas de résultat, il n'y a pas de seuil, c'est pas un label qualitatif. Un label qualitatif, c'est le label Biocop par exemple, avec des normes transparentes et aussi des obligations. Pour l'instant, le label RECA, il est juste normatif. Et c'est ça, parce qu'il a été voté par l'ensemble des écoles. Donc pour l'instant. C'est le groupe qui, j'imagine, on freine un peu plus. Mais en plus, c'est complexe parce qu'il y a des seuils qualitatifs que certaines écoles publiques ne pourraient pas
ça va voir. Donc, quel niveau qualitatif tu mets en place? Est-ce qu'on adapte Quelle selon base? le type d'école? Bah, voilà. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas allé sur ce chemin-là. On a dit, voilà, il y a un label normatif qui d'ailleurs ne concerne que les écoles privées, parce que les écoles publiques sont déjà soumises à une évaluation d'État qui correspond à ce qui a été estimé selon l'État d'ailleurs, que ce soit été un doublon de leur faire passer le label et de aussi se donner ce surcoût, parce que ce sont les écoles qui doivent payer aussi. Mais voilà, gérer chaque chose dans son temps. Déjà, on a un gros chantier. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un jour une obligation, par exemple, d'exposition des modèles économiques et des propriétés d'école. À qui appartient l'école, comment est distribué le chiffre d'affaires de l'école, par code de dépenses. Ça aussi. Voilà. C'est transparence totale là. Voilà. Mais ça, ce serait un point qu'on aimerait, mais ce sera beaucoup plus complexe. Et là, on va avoir des difficultés certainement d'une partie, en tout cas, des écoles. Et tu as mentionné tout à l'heure France 2030, Ouais. où sur le fait que vous aviez touché de l'argent. Alors, nous, on s'y intéressé un petit peu parce que on a vu, en fait, pas pour les écoles, mais qu'il y avait des studios qui avaient touché de l'argent et que depuis les studios ont coulé. Ouais. Et du coup, on se disait, ah, mais est-ce qu'ils ont reçu l'argent? Combien ils ont reçu? On ne sait pas. Parce que c'est vrai que le dossier de la grande fabrique de l'image, donc qui appartient à France 2030 et qui est dédié qui est dédié au cinéma, l'audiovisuel et VFX et jeux vidéo aussi. Branche Voilà. image, quoi. La branche image, voilà, tout image. Le dossier qui est dispo en ligne est assez concis, pas ultra précis. Il n'y a rien, on peut le dire. Ouais, il n'y a pas grand chose. Et du coup, c'est vrai que nous on se demandait, ça a été lancé en 2021, pardon. Les lauréats, il y a eu, si je dis pas de bêtises, 12 studios et une dizaine d'écoles qui ont des cursus anime qui ont été sélectionnés. Et parfois, la description de ce qu'ils avaient présenté est très très succincte. Nous, on s'est étonné typiquement de Georges Méliès qui a eu juste comme description: on veut doubler notre effectif dans les 5 ans. On était là, genre, ok, c'est pas très large, puis surtout, pas de bol, la crise est arrivée juste après, donc mais ça, on va y arriver. Ça va pas avec. Voilà, Clairement, mais- ça va pas avec. Du coup, est-ce que... C'est pas le projet finalement. C'est ça, en fait, on se demandait, c'est comment ont été validés les lauréats, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infos en ligne. Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce qu'il va y avoir un suivi de la grande fabrique de l'image? Est-ce qu'il va y avoir des rapports? Parce que c'est de l'argent public quand même. Je peux vous décrire du coup Hmm. Parce que je peux vous décrire de Mais oui. l'intérieur. Vas-y, c'est ça. Alors en fait, donc la manière dont, alors ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a eu une étude, je ne citerai pas le cabinet qui a sorti cette, McKinsey. je ne sais pas, qui a mis une étude qui indiquait que oui, qu'il fallait doubler les effectifs étudiants à horizon 2030, que le secteur allait exploser. Donc c'était une étude qui était extrêmement bien faite certainement, mais on arrive à un résultat qui est assez erroné. D'ailleurs, je pense, pour avoir échangé avec certains studios dont c'est les en 2030, que à la fois cette étude et cette aide publique a accéléré la chute de certains studios, parce que les a poussés à l'imprudence et les a mis dans une situation économique pas tenable, parce que oui, c'est de l'argent public, mais on va dire qu'on est sur un rapport de 70-30. Donc quand on touche 30% de subvention, il y a 70% que nous on paye en structure. Donc il faut pouvoir assumer nos actions, et c'est sur des actions très précises. On a un dossier, c'est un très 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 gros dossier à chaque fois. Chaque ligne financière est associée à une action précise. Et pour ce qui concerne les écoles, les équipes du coup de CNC qui ont encadré la validation des dossiers, ils ont globalement utilisé quelque chose qui ressemble un petit peu aux commissions du CNC pour les aides sélectives Les aides du du cinéma. Fayard, C'est une commission d'experts, donc il y avait des studios, des gens qui étaient avant dans les écoles, voilà, il y a des gens, enfin, en gros des assez grosses commissions, des expertises pour juger les dossiers et dire voilà. Et notamment, par exemple, France 2030, on a quasiment que des écoles indées qui ont été lauréats, des projets, et ils ont reçu, je sais en interne, que le CNC a été appelé avec par des groupes très mécontents. Ah, parce qu'ils avaient envoyé. Ça n'a pas été sélectionné, voilà, c'est difficile, machin. Donc, ils ont tenu bon de ce côté-là, le CNC. Ils ont aussi fait des virages sur du coup, plutôt des projets avec beaucoup d'intérêt général et moins d'augmentation d'effectifs, plutôt des projets avec un aspect lucratif moindre,
Par exemple, je sais que Méliès développe beaucoup, par exemple, d'interaction avec les universités publiques, des choses comme ça. Donc, c'est aussi des choses qu'on déploie. On a la création d'une école prépa gratuite en ligne qu'on met en place avec un lycée. On fait la première section cinéma audiovisuel Images animées de France qui ouvre l'année prochaine, où c'est un parcours public. À Rennes. Du coup, à Rennes, ouais. Et du coup, ce sera, le but, c'est de pouvoir gagner une année de scolarité, on va dire, gratuite, et l'ensemble du contenu pourra être déployé sur des lycées en France. Donc, c'est ce genre d'action sur lequel on est financé. Nous, on est une pépinière d'entreprises, d'associations, par exemple, où les associations ne payent rien. Donc, c'est souvent lié à un projet dans l'écosystème. Donc, les différents lauréats, l'ENSI, ils ont ouvert la Villa Créative avec l'Université d'Avignon, avec des projets comme ça. En fait, on est partie prenante de différents projets comme ça, d'interaction. Donc, c'est plus ces sujets-là qui ont été portés. On est très encadré. Le contrat qu'on signe avec la Caisse des dépôts et consignations, c'est qu'ils peuvent enquêter sur nos comptes pendant 10 ans. Donc à partir du moment où on démarre, voilà, donc c'est très encadré. Tu n'avais pas 10 ans d'expérience avec ton école. Non mais 10 ans à partir du moment où on commence, oui, 10 ans après, c'est-à-dire que ça fera 4-5 ans qu'on a fini le projet, ils pourront continuer de venir vérifier comment ça s'est passé. Et ils regardent chaque ligne, chaque ligne c'est vraiment bien, donc c'est très encadré. Et on peut aussi faire des virages. C'est beaucoup font des virages. Donc les studios qui sont cassés la figure. En effet, Méliès, eux, ils disaient sur ce qui était dispo en ligne, c'était on veut doubler nos effectifs. Ouais. Et tu me dis, ils ont fait un virage. Ouais, finalement, c'est plus. Donc, on leur a validé leur dossier. Et en fait, et un montant, et finalement, ils changent. En fait, comme on est dans un contexte de crise qui s'est augmenté, en fait, il y a des virages qui sont en train de s'opérer. C'est-à-dire que ils essaient aussi de sauver l'argent public. C'est-à-dire qu'un studio comme Université, Cybergroup, Tinito, et puis on a 3 ou 4 qui ont été lauréats qui sont cassés la figure, qui se sont cassés la figure. Par exemple, ils vont essayer d'interagir avec les racheteurs. Parce qu'en général, quand le fonds, c'est pas toute la subvention qui est sortie. Ça va d'abord un premier versement qui va être par exemple de 40% par exemple. Et il n'y aura pas les 40% suivants. Si le projet d'un petit peu, ça doit être écoulé et ils vont essayer de faire en sorte de valoriser cet argent. Par exemple, le nouveau repreneur, est-ce qu'il est d'accord pour reprendre les projets, faire en sorte que le projet continue, développe. Voilà, il y a un accompagnement qui est. Peut-être que le repreneur soit français. Parce que si c'est une holding italienne, comme dans le cas de Tinto, qui rachète la boîte, ils ne peuvent plus normalement toucher de l'argent. Normalement, non. Donc, est-ce qu'ils rendent l'argent à la mode Fillon? Comment ça se passe? Non, il y aura pas de. Je pense pas qu'il y aura d'argent rendu. Surtout dans le cas de Tinto, il y avait eu des investissements sur de l'immobilier durable et éco-responsable. C'était des gros investissements. Et donc c'est parti. Donc voilà, ce sera complexe et oui, il y aura des pertes, mais de toute façon, il y a des pertes. Les aides, les subventions au CNC, il y a des pertes de temps. Moi, je suis membre d'une commission ATA, notre commission technique, donc. Voilà, aide à la technique de l'animation. Quand on met de l'argent, on essaye de jouer à deviner le futur. Donc, il faut que cet argent il serve à payer des gens et c'est un projet qui va être livré. Mais quand on sent que le modèle économique de tel studio ou tel projet est trop juste, qu'il n'y a pas d'autre cofinancement, il y a peu de chances de recevoir une aide parce qu'on se dit en fait on ne va pas faire un effet de levier, il va se casser la figure et ça va pas aller au bout. Parce que c'est des subventions, une fois qu'elles sont données, elles ne vont pas être reprises, sauf si derrière il peut y avoir des pénalités. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce qui était prévu avec l'argent, c'est qu'on détourne des choses, il y a du contrôle, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que du point de vue de travailleur, quand on voit la grande fabrique de l'image où il était question de 365 millions d'euros, pas pour que la ligne, mais pour toutes les structures, les 60... les très gros projets pour les 68 de tournage, etc., donc il y a une grosse partie. 68 lauréats quand même en tout, et on se dit, ok, dans l'anime, il y en a eu 10 studios et 10 écoles, et au final, c'est la crise, l'argent disparaît, et on dit, nous, on n'en a pas vu la couleur en tant que travailleur. Il y a un peu à se dire... il y a l'argent public pour lequel on cotise aussi en tant que travailleur, qui est reversé là à des écoles et à des studios. Il y a la crise des studios fermes où ils nous payent mal et nous on se dit c'est de l'argent qui devrait ruisseler, j'ai envie de dire, je n'aime pas l'expression, mais qui devrait revenir aussi. Pour la présentation, il n'a surtout pas été versé, loin d'être versé intégralement. Ok, la première vie, c'est un masturbé. Mais comment ça se fait aussi qu'on pas du coup, alors c'est pas de votre faute, c'est de la faute c'est le gouvernement, là c'est le ministère de la Culture et de la CNC j'imagine, mais on trouve pas de trace de tout le détail, comment ça a été décidé, combien va être versé à chaque entreprise et école, quel est le calendrier de versement, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup quand même, 305 millions d'euros, 365 millions d'euros. Ouais, mais je sais pas parce que même nous on a été plusieurs à demander
plus d'informations sur les autres lauréats. Des fois, il y avait. Ouais. Alors, entre écoles, c'est cool parce que la plupart, on se connaît Oui, et pareil. on échange beaucoup. Mais on a assez peu d'informations sur la teneur des projets, c'est dommage parce que ça limite ce qu'on appelle les effets de collaboration. Quand on a des fonds comme ça, tiens, par exemple, on améliore notre plateforme de cours en ligne pour justement ce cours gratuit. Et il y a d'autres écoles qui ont une plateforme, c'est con que chacun fasse la sienne. On se dit, bah, vas-y, on mutualise, on fait une plateforme encore plus cool et elle va servir pour les différentes écoles. Voilà, ça a manqué un peu d'accompagnement. À la décharge du CNC, clairement, on va avoir nos Roland, ils étaient tout seuls sur une grosse partie du dossier et ils sont pas très nombreux pour tenir suivre. Il y a plus d'effectifs côté Caisse des dépôts et consignation, ils sont à la vérification financière. En gros, on est surveillé tous les ans. On doit sortir un très gros dossier financier où chaque ligne est étudiée par la Caisse des dépôts et consignation et un dossier de résultats où on relate, preuve à l'appui, tout ce qu'on a fait. Ouais. Et ça, c'est le CNC qui l'étudie. Et dit, oui, c'était ce qu'ils avaient prévu dans leur dossier, ils l'ont bien fait. Voilà. Donc je trouve quand même que c'est assez bien encadré, avec des gens assez bienveillants aussi dans l'aide pour qu'on y arrive. Et il y a des projets. Nous, on était dans un calendrier qui a été assez facile à tenir. C'était un bon moment et on n'est pas beaucoup d'écoles à avoir vu déjà le deuxième versement par exemple du projet. La plupart des structures, vu la crise, ils sont en train de réinventer leur projet, de se remettre différemment, de changer les choses. Voilà. École et studio. Oui, bah oui, j'imagine typiquement Micros, qui a été racheté par Rodeo FX, est-ce qu'ils vont reverser tout à Rodeo FX alors que peut-être qu'ils vont pas tenir du coup les projets voulus. Et je me demandais du coup de la même manière, est-ce que si une école, puisque là c'est surtout des écoles indépendantes qui ont été lauréats de la grande fabrique de l'image, est-ce que si une école est rachetée par un groupe entre-temps, est-ce qu'il y a aussi le risque que ce soit le groupe qui récupère le montant de l'aide Sauf s'ils ont déjà tout dépensé, ça dépend. Dans l'absolu, ça pourrait arriver. Pour avoir vécu un cas de société qui récupère un projet d'une société qui avait coulé mais qui avait eu une subvention, c'est pas simple du tout. Ouais, Le CNC est très frileux à cette idée-là. Il a fallu que la société 1 justifie de sa liquidation, que la société 2 explique qu'elle n'est pas responsable de la liquidation de la société 1, que le producteur et le prestataire acceptent cette transition. Il faut prendre une compte, j'imagine quand même que c'est très récent, donc c'est compliqué déjà d'avoir les chiffres, déjà ne serait-ce que le CNC, il fait des rapports toujours 1 an et demi après. Là aujourd'hui il y avait le rapport sur le marché du film d'anime qui sortait, mais qui est sur l'année 2024 voilà. Du coup, alors tu vois on est déjà à la moitié de 2025. Puis voilà, en tout cas, je connais pas assez la loi sur l'obligation. Je ne pense pas que l'institution puisse obliger une entreprise privée, une association à publier l'ensemble de ses comptes parce que l'aide de France 2030, elle est tellement structurante dans certains cas que ça obligerait la structure à se mettre totalement à nu. Je vois pas forcément de problème dans certains cas. Moi, j'aimerais bien que le monde soit comme ça, mais la loi protège quand même pas mal le capitalisme pour ça. Et je serais surpris qu'ils puissent obliger une entreprise à présenter l'intégralité de ses comptes. Par contre, pour rassurer, c'est qu'on est obligé de le faire auprès de la Caisse des dépôts. Ouais. Potentiellement, on n'est pas obligé de le faire publiquement, mais la Caisse des dépôts, c'est quand même l'État. Et ils sont exigeants. Et on doit vraiment tout montrer. C'est pas. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'il y a autant de contrôle et quand même autant de shoots, finalement. Non, mais en fait, la chute a surpris tout le monde. On va pas refaire l'histoire. La crise est d'une violence. Ce que je veux dire, c'est que même si la crise est arrivée de manière brutale, évoquer le fait que ça a provoqué entre guillemets parce que ça les a un peu, ils se sont sentis pousser des ailes, si je peux vulgariser un peu. Ouais. On aurait pu peut-être s'attendre à ce que, au-delà du contrôle post-investissement de qu'est-ce que vous avez fait avec, un accompagnement même moindre de attention, ça va peut-être un peu vite ou c'est peut-être pas là où je l'aurais mis ou ça correspond peut-être pas au projet, aurait pu être nécessaire pour qu'ils ont cette peut-être tempérer un petit peu les ardeurs ou vérifier. Je sais pas qu'on peut tout retenir par l'histoire, mais... Je rappelle, la subvention c'est 30%. Donc, des gens comme Tinto, ils n'ont pas attendu la subvention pour se lancer dans leur projet. Moi je parlais plutôt des écoles pour le coup. Là, oui, mais même en fait, mes studios écoles, en fait, c'est que nous, le projet qu'on a fait, on avait créé un nouveau lieu en montagne, on l'avait lancé avant France 2030. Et France 2030 nous a permis de le rendre plus ambitieux et de l'équiper d'autres manières et de sacraliser des espaces, des mètres carrés entiers, pour les rendre non lucratifs pour que les gens puissent. Voilà. Et le projet en lui-même était, grâce à notre partenaire avec la ville de Rennes, était en grande partie non lucratif. Globalement, c'est un lieu qu'on va louer la moitié de son prix réel pour pouvoir permettre à des activités non lucratives d'avoir lieu dedans. Et il sera un loyer fixe comme ça pour longtemps. Mais on l'avait lancé dans tous les cas.
quand tout allait, enfin, en gros, tout allait bien. Et nous, on a subi, par exemple, un revers de hausse des taux hardcore qu'on doit absorber, parce que voilà, c'est comme ça. Et toutes les structures ont vécu ce genre de choses. En fait, les projets immobiliers, la plupart des écoles en avaient, beaucoup de studios aussi en avaient. Rien que la hausse des taux, ça met les projets par terre. Les hausses de coûts de fabrication, des taux bancaires, etc., il y a plein de projets qui sont à revoir complètement parce qu'ils sont plus du tout tenables sur les modalités économiques de la nouvelle tendance récessive mondiale, quoi. Peut-être, du coup, en petite conclusion, vu qu'on arrive sur la fin, là, doucement, la question étant comment on fait quand on est une école, justement, quand on fait face à une crise comme celle qu'on traverse actuellement, et qu'on n'a pas le temps. L'anime, c'est un temps long, c'est toujours un temps long. Donc comment on fait pour s'adapter quand là, d'un coup, on se tape 3, 4, 5 ans où il n'y a plus de boulot? Est-ce qu'on ferme des écoles? Est-ce qu'on réduit la taille des classes pour s'assurer que juste, les élèves galèrent pas trop à la sortie? Ou est-ce qu'on se dit, toughen up, vas-y, on serre les dents et on attend que ça passe? Ouais. Nous, on a réduit. Enfin, on est revenu au taux de remplissage qu'on avait prévu en 2019. Et voilà, et du coup, on se dit que des promotions de 20 étudiants, là, ils vont être 17 au mois de juin à sortir et c'est tout à fait raisonnable. Et nous, au niveau budgétaire, on est à l'équilibre. Ouais, Voilà. parce que c'est ça aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a tout qui augmente. Et alors sinon, pour l'emploi, nous, ce qui s'est passé, c'est que, alors c'était concomitant à la crise. Comme on est dans un territoire où justement il n'y a pas de société de production d'animation, et on était repérés comme ceux qui faisaient de l'animation en région. Donc on avait des demandes de, par exemple, le musée d'Elbeuf, qui fait partie des musées métropolitains de la métropole de Rouen, des choses comme ça qui se tournaient vers l'école pour produire un petit film d'animation. Et en même temps, on leur disait, non, nous, ce sont des étudiants. Si ça ne rentre pas dans le cursus et que c'est, en plus, ça peut être... Alors un musée, c'est pas un but lucratif, mais par exemple, ça pourrait être un clip, par exemple. Bon, un clip, non, en fait, on fait pas un clip pour un groupe. Il faut qu'il y ait un budget, il faut que les gens soient salariés, etc. Et donc, du coup, on a créé une société de production. Donc, on a l'Animéa sous forme associative et la société de production. Et du coup, on a commencé effectivement par faire un petit film pour le musée d'Elbeuf. Les tisseurs d'images. Voilà, les tisseurs d'images. Voilà. En fait, au début, l'Animéa, les tisseurs d'images, c'était l'école. Et on a séparé les deux noms, l'Animéa associative et les tisseurs d'images, la société. Et tout ça en faisant aussi évoluer le fonds d'aide de Normandie Images, parce qu'il n'y avait pas de ligne dédiée à l'animation. Donc, on a ajouté une aide, le bureau de Normandie Images, une aide qui est ce qu'elle est, qui est une petite aide, mais qui est au développement. Voilà, c'est un premier pas au développement, une aide au développement de projets en animation. Et il y a la région qui avait la volonté, hors CNC d'ailleurs, parce que les fonds d'aide, ils marchent aussi à 1 pour 2 avec le CNC. Mais il y a une aide à la série, alors qui n'est pas juste série d'animation, qui est fiction et animation, série documentaire, mais elle n'existait pas, et du coup, ça permet à des sociétés de production de venir chercher des subventions à la région, mais il faut 3 points, il y a 3 points d'éligibilité, c'est soit être producteur normand, soit être auteur ou autrice normand, soit que le projet ait un lien avec la Normandie, ou alors qu'il y ait une coproduction, un producteur délégué d'une autre région, ou même à l'international, ça pourrait se faire, soit en coproduction avec une société de production normande, et dans ce cas, ils sont éligibles au fonds d'aide. Et ce qui fait qu'on a pu, dans ce cadre-là, réaliser des séquences d'animation pour un documentaire, pour France 3 Normandie. Voilà, c'était des toutes petites séquences. On a pu salarier des alumni de l'école, et salarier aussi des plus aguerris, même qui faisaient partie de nos intervenants, donc étaient des professionnels qui pouvaient guider justement. On a réalisé en septembre-octobre fabriqué un tiers d'un court-métrage avec Amopix Strasbourg et Annecy. Donc c'était aussi une très bonne expérience.
Et là, on va continuer. Bon, on n'est pas... on laisse les projets venir à nous et les opportunités et voir et y répondre quand on peut. Mais en tout cas, voilà, ça met le pied à l'étrier. Puis c'est une petite... un petit commencement justement de l'écosystème dont je parlais, de se dire bon ben voilà, ça va. Ah, du coup, c'est double, c'est à la fois une adaptation à la crise et à la fois un travail de plus longue haleine pour développer le bassin d'emploi local. Voilà, qui a la voilà, faire, quoi. exactement. Voilà. Il y a des relations aussi à Quasar, c'est un studio de post-production son qui est à Rouen. Ben voilà, c'est aussi travailler avec eux. En même temps, c'est super intéressant parce que du coup, ça s'inclut finalement presque totalement dans le pédagogique. Il n'y a pas juste on vous lâche à la sortie, il y a l'ADN qui peut se créer, il y a l'accompagnement Ouais. qui reste, il y a aussi, j'aime pas rentabiliser, c'est pas un mauvais terme, mais disons que les étudiants qui deviennent professionnels, ça donne quelque part une opportunité de mettre dans un cadre qui est quand même un peu safe, et contrôler les compétences qui viennent d'être apprises et de mettre un pied à l'étrier, de favoriser les ressources qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Donc, ça peut être une sorte de maquette un peu complète de cursus de A à Z. Exactement, pour les jeunes qui partir et se retrouver dans... certains, voilà, ça fait peur d'être lâchés comme ça. Et effectivement, c'est une première étape où ils sont encore finalement dans les murs de l'école. Alors il y a quand même nous on a fait une convention quand même. Faut attention, on peut pas être non plus concurrentiel par rapport à des sociétés de production. On a une convention entre les deux structures où la société loue au prorata d'utilisation les locaux, l'outil, etc. On va pas faire moins 10 ans et faut être réaliste. Et donc oui, du coup c'est sécurisant pour cancer justement. On vient des jeunes neuroatypiques, c'est difficile de faire la démarche de sortir de l'école et puis d'être... Là, et réseauter en parlant à des gens tout le temps. C'est ça, de se mettre en avant. Et là, du coup, on va dire, non, on connaît ton travail, on sait comment tu travailles et on sait qu'on peut te confier ça. Et voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir du point de vue de nos écoles qui sont déjà des écoles associatives, donc qui n'ont pas but à faire toujours plus de profit, qui sont en plus on a une école 2D, une école 3D, c'est bien comme ça, ils m'ont juste une école de stop-mo, ça manque un peu. Mais c'est cool de pouvoir avoir un aperçu interne des écoles, mais qui ne nous viennent pas justement de celles qui sont les plus visibles, des grosses écoles de groupe. Ça montre qu'il y a aussi d'autres modèles qui sont existants. Et possible. Voilà, et possible. Comme ce matin, on parlait aussi des studios, on parlait des scopes. En disant ce serait bien de parler un peu plus des scopes. Modèles alternatifs en fait, et du coup de dire il y a d'autres modèles d'écoles qui peuvent exister, qui sont encore en train de se développer, qui sont encore en train de réfléchir leur parcours et leur évolution. Mais en tout cas, c'est très cool d'avoir pu vous avoir tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public spécifiques à une des deux écoles ou juste sur les écoles de manière générale. Sinon, on va doucement y aller. Si, vas-y. Je ne sais pas comment la poser poliment. Non, un peu de mots, mais... Sans gros mots. Oui, voilà. Est-ce que ça a du sens encore de former des étudiants dans un marché qui est saturé? Vraiment, ça m'aurait intéressé de répondre parce que je n'ai pas répondu, moi. C'est vrai. C'est un peu la même question. En fait, le marché, la question que j'aimerais me poser aussi, c'est il y a trop d'écoles, je pense qu'il y a au moins 8 écoles sur 10 en trop, tu vois, dans le prorata, mais c'est lesquelles qui doivent faire des efforts. En fait, bien sûr, il y en a trop. Il y a des structures qui font plein d'efforts pour que ce soit bien, donc nous, on ne veut pas décrire tout ce qu'on fait pour essayer d'absorber cette crise, parce qu'une école c'est l'INERSIC, on a un loyer à payer, donc si on a moins d'étudiants, on va devoir recruter, on va dire, ce qui part en loyer partira pas en pédagogie, et puis on a prévu un nombre d'étudiants, c'est-à-dire que chaque étudiant mutualise leurs frais de scolarité sur les équipements qui ont une certaine valeur. Si on a moins d'étudiants, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes équipements, on n'a pas les mêmes projets non plus, donc on ne peut pas casser un modèle économique comme ça, donc nous on essaie de se diversifier de différentes manières pour que ça rentre, qui sait, alors le nombre, je pense qu'on aura toujours besoin de former, par contre on aura besoin de beaucoup moins. Et je ne pense pas
que toutes les écoles soient même voilà, on a vu, dans le même panier, et nous, on ne baise rien. C'est-à-dire que nous, écoles, on fait des efforts, mais on ne baise rien dans nos étudiants. Un brassard, ils sont x15. Hein. C'est nous x15. Et chacun de ces groupes, c'est ça. Donc, le problème il est d'abord là. C'est l'école. Parce que se dire, bah oui, il faut que tout le monde fasse un effort pour réduise. En fait, il faut surtout qu'il y ait moins d'écoles tout court. Hein. Et j'espère, et c'est ce qui va se passer, la crise elle arrive, et ben les studios, mais elle va balayer des écoles aussi. Il va y avoir des fermetures d'écoles. Moi je croise les doigts en me disant, j'espère qu'il y a la moitié qui vont tomber par terre à la fin de la tempête. Quoi. Donc on fera partie de ceux qui seront encore à flot à la fin. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs lancé un de mes homologues au dernier Radiraf, en disant, en s'exprimant auprès de l'industrie, quelles écoles vous voulez après la crise? C'était Julien ou Franck? Je vais dire, c'est Ouais. Julien. Et lesquels vous voulez. En fait, il disait à notre secteur, parce qu'il y en a qui vont mourir, des écoles, comme les studios qui vont mourir aussi. Et potentiellement, il y en a qui ont beaucoup de moyens pour subsister. Donc, si c'est les écoles qui font le plus d'efforts, qui se mettent en difficulté économique, et donc c'est celles qui vont mourir pour que tu aies des écoles qui font aucun effort, qui continuent à faire leur merde, comme blocage, on aura tout perdu à la fin. Donc, oui, on est dans une situation de saturation. Est-ce que, pour différentes raisons, à quel point nos métiers vont être bouleversés par le l'IA, à quel point ils vont être bouleversés par les nouveaux usages, aussi à quel point la crise va s'ancrer dans le fait qu'il n'y ait plus d'argent dans la publicité, est-ce qu'on arrivera à aller chercher de l'argent au niveau des réseaux, YouTube, etc., la diffusion, il y a plein de choses, à quel point cette crise va être pérenne, structurée, ou est-ce qu'il y aura des rebonds par rapport à d'autres effets d'opportunité, comme on a pu connaître après la crise des subprimes, il y a eu un regain très fort. Je pense que ça va être différent. C'était très, parce qu'on est quand même passé de plusieurs tuyaux qui avaient fermé. À l'époque, Attitude, Durand du Bois, de Toulouse Park, plein de tuyaux avaient fermé. Et puis, 5-6 ans plus tard, on était en plein emploi, avec une bulle qui arrivait et on est monté à fond. Est-ce qu'il y aura une nouvelle bulle? Est-ce qu'il y aura de nouveaux usages? Est-ce qu'il y aura de nouveaux médiums qui vont apparaître de ces différentes opportunités? On n'en sait rien. Peut-être pas. Peut-être que, et j'espère être positif et me dire qu'il y aura peut-être un effet de rebond par rapport à une autre manière de produire, de consommer aussi les médias. Mais vraiment, il y en a qui doivent fermer, c'est clair. L'État doit réguler pour pousser des écoles à fermer, ne serait-ce que dans les actions à faire. S'organiser pour qu'il y ait des choses plus structurées que du balance son école d'anime en ligne et qu'il y ait plus d'enquêtes, qu'il y ait plus de choses pour enfoncer le clou au niveau de la communication, parce qu'on est faible en termes de communication. On n'a pas le droit, on se met énormément en danger en tant qu'école à critiquer et à nos concurrents directs. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire comme ça en France. Mais il y a plein de choses à faire. Il pourrait y avoir des gens qui s'organisent en assaut pour ne serait-ce qu'interviewer dans chaque salon étudiant en début d'année des écoles pour leurs pratiques commerciales, pour faire un rapprochement. Il y a plein de choses à faire parce qu'on les connaît, on sait ce qu'elles font. Il suffit juste de le mettre en ligne. C'est marrant parce que Claire Marchal en parlait dans son livre, je te le apprends juste après, pardon Hélène, c'est qu'en salon étudiant, elle voyait justement des étudiants, elle leur reparlait après le salon, les étudiants finissaient par lui dire non mais en fait l'école nous oblige à venir, sinon elle nous fait des malus à nos cours, ou alors à l'inverse elle nous donne des bonus si on vient. Donc évidemment on va bien parler de l'école en salon étudiant, mais à aucun moment ils sont finalement honnêtes pendant ces salons sur place. Donc c'est vrai que c'est pas évident de déterminer, de faire le prix, et c'est vrai que sur un organisme, il manque un organisme de structuration, de contrôle, que ce soit l'État ou une association, ça manque un peu. On va lui dire, Ouais, moi je pense qu'il y a une voie aussi à chercher au niveau que tu parlais d'un peu d'une expérience de un peu classe à horaire aménagé au lycée. Et je pense que classe à horaire aménagé, en fait, on est dans des pratiques, des disciplines qui ont un besoin de formation sur un temps long. Et en fait, les collectivités, les lycées, les collèges, je pense réfléchir à la formation bien plus en amont. En fait, ce qui existe pour la danse, la musique, le théâtre, il n'y a pas une petite ville, un petit village qui n'a pas son école municipale avec sa classe de danse, sa classe de théâtre, sa classe de musique. Et c'est ce qui fait que ça donne au minimum 10 ans. On commence à 8 ans et on a une formation longue avec on arrive à 18 ans, on a un bon bagage culturel, des connaissances artistiques, un répertoire, une technique solide. Et là, on peut décider à ce moment-là de se professionnaliser. En fait, ce qui n'existe pas pour le dessin, pour l'animation, ça a été une faille dans laquelle, justement, les groupes se sont dit, se sont engouffrés, exactement. Et je pense que repenser vraiment la formation des bien plus jeunes,
parce que ça prend du temps en fait. Donc effectivement, on a rallongé de bac plus. Moi, les Gobelins, c'était 2 ans, mais on était papier-crayon, il n'y avait pas tous les logiciels, donc il faut Même faire moi, rentrer tout ça. Et on ingurgite énormément de connaissances en un peu de temps. Ça s'est rallongé, bac plus 3, bac plus 5. Effectivement, ça coûte cher. Et je pense que réfléchir vraiment à se dire, mais non, en fait, on peut amener tout ça tranquillement. Des cours du soir, le mercredi, le samedi, des horaires. Voilà, oui, le dessin, voilà, le dessin, la culture artistique, c'est ça. Oui, oui, le modelage, le dessin, l'expression plastique, voilà. Parce que il y a aussi tout le bagage culturel d'avoir, de pas avoir juste aussi arriver avec, sans dénigrer du tout la culture mainstream, parce qu'il faut regarder de tout. Mais forcément, une palette, un répertoire, quoi, en fait. C'est du vocabulaire. Et ça prend du temps. Non, c'est vrai que ça prend du temps. Après, on va peut-être pas faire comme disait Madame Dati, que dès la maternelle, il faut qu'ils pensent à leur Non, c'est exactement comme... Ah, pardon, C'est encore mieux. C'est une pratique amateur, mais après, d'une pratique amateur, on a le choix de se dire, mais oui, mais en fait, ça, c'est ma voie, j'ai envie de continuer vers ça, et j'arrive pas... voilà, j'arrive déjà avec un bagage, et j'ai, une petite marche à prendre à la fin pour rentrer dans la vie professionnelle. Ok. Il y a d'autres questions dans le public, sinon on va gentiment s'arrêter là. Ah si, deux, vas-y. C'est hyper intéressant, mais j'ai l'impression que ça... Est-ce que du coup le futur des écoles d'animation, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est hyper élitiste du coup? Il y a un risque que c'est élitisme si on réduit les accès, d'où l'intérêt de se consolider peut-être les cursus publics aussi. Mais oui. Parce que eux, ils permettent d'accéder facilement, peut-être de revoir aussi l'accès. Il y a des écoles où c'est que sur le coup, d'autres c'est sur le concours. Donc pareil, c'est de la réflexion qui est apportée sur le long terme. Les écoles élitistes les écoles publiques sont élitistes. Parce Aussi, que les places oui, sont étant très chères, comme elles sont peu nombreuses, elles sont très dures d'accès. Et parfois avec des prépas et des choses comme ça pour les intégrer, donc c'est pas possible. Après, petit bémol, si par élitiste, vous entendez le fait qu'il y aura moins de place, le but des écoles, c'est de former par rapport aussi quand même à une certaine demande. Donc on ne va pas non plus former pour former, c'est déjà le cas pour le coup, et on s'en passe très bien. Donc c'est aussi une transparence à avoir de, même si on a envie d'aller travailler dans le secteur, normalement on se pose tous la question du débouché. Encore une fois, c'est toujours la jonction qui est difficile entre nous, on a un métier dit passion, mais qui reste un métier d'abord. Et le métier, il est là pour te faire vivre. S'il n'y a pas de débouché, c'est pas la peine. Et auquel cas, il faut se diriger vers autre chose. Donc, l'élitisme tout le monde n'aura pas sa chance. Effectivement, celui-ci, il faut faire attention. Par contre, d'augmenter la capacité parce qu'il y a une demande étudiante, c'est quelque chose où il ne faut pas non plus tomber dedans. On y est déjà et elle n'est pas bonne parce qu'encore une fois, on forme pour un métier pour que les gens puissent en vivre derrière. Et donc, voilà, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant. C'est la sélectivité en fait. Il y a trop d'écoles, il n'y a plus de sélectivité, tout le monde va y arriver, mais du coup ça sature le marché. Et en fait, la sélectivité, ça pousse les jeunes à se défoncer, à préparer, à retenter une fois, 2 fois un concours et finir par y arriver. Du coup, c'est gratifiant, ça s'éloigne les gens les plus motivés. Quand le secteur est exigeant en termes de recrutement, c'est-à-dire qu'il est difficile, c'est vendre du rêve à quelqu'un, apprendre tout le monde et dire que tout va bien se passer. Et voilà. Donc c'est cet exemple tout au long du cursus, parce qu'on peut aussi se dire que quelqu'un est sectionné, mais en fait je ne suis pas réellement motivé. Et il faut couper le chemin à un moment donné, à dire ça ne va pas dans la bonne direction. Une dernière question avant qu'on termine, parce qu'après ils doivent fermer, c'est pour ça on va pas pouvoir trop déborder. Oui, sur la question des contrôles et donc la régulation dans l'école, au niveau des titres LCP, est-ce que vous avez des retours de l'État déjà parce que je sais que ça dépend en théorie des taux d'insertion. Est-ce qu'il y a au bout de X années Moi j'ai une assez grosse inquiétude de ça parce que comme on est en phase de crise, qu'il y a trop d'écoles, donc on va délayer, on va dire, l'insertion professionnelle comme il y a beaucoup d'écoles. Donc globalement, on va mettre en danger tous les titres, beaucoup de titres.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça fait partie de discussions qu'on essaie d'avoir nous avec le régulateur, les structures, les institutions, pour savoir comment on va évoluer dans ce contexte-là. Parce que le titre RSP, par essence, il a été créé pour des métiers en tension. Si on voit dans pas mal de diplômes visés par l'État, il y a plusieurs filières publiques où le taux d'insertion est très bas. En particulier dans le secteur artistique, mais c'est pas la mission première. L'université, même si des fois, je pense que beaucoup d'étudiants qui vont à l'université veulent avoir un travail derrière et une carrière, la mission principale de l'université, c'est enrichir, on va dire, les cerveaux de nos citoyens. Mais si on regarde réellement, concrètement, les taux d'insertion professionnelle de la plupart des filières supérieures publiques, il y en a beaucoup qui sont, en particulier dans les sciences humaines et les arts. Je confirme, c'est l'histoire du cinéma. C'est assez bas. Voilà. Donc il y a un sujet sur le titre, comment on va être certifié, mais c'est un sujet complexe, quoi, qui est très lourd pour les petites écoles. Je rappelle, on souffre assez lourdement de ce genre de certification. Il faut qu'il y ait des cabinets qui nous contactent, on en est, vous voulez qu'on valide votre titre à notre place, c'est genre 25 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros de coûts juridiques, c'est des gens spécialisés là-dedans. Et en fait, pour une petite école, c'est lourd. Pour une grosse école, elle fait un titre pour ses 15 campus. Donc l'économie d'échelle, elle est énorme, et donc toutes ces régulations, certifications Calliope, etc., c'est très lourd à porter pour des petites structures. Parce que nous, on aime bien faire de l'anime, on n'aime pas trop faire des dossiers d'administratif, et on préfère recruter des gens qui vont faire des cours d'anime et de l'art, et pas forcément des gens qui aiment taper des dossiers, quoi. Et on est obligé de les faire, et c'est extrêmement chiant. Vous n'imaginez pas à quel point c'est chiant de faire des dossiers comme ça. Donc Claire Marchand en parle très bien encore dans son livre des échanges de titres qui se font entre les écoles. Lisez Claire Marchand. Il était bien son nom. Sur ce, on va devoir bouger parce que je crois qu'on est attendu pour fermer. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci encore.